Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. Cheville, Darcheville, et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Un dégât. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon de Majid Waris face à Tchernich qui va trouver le 3e but des Lorientais. Arnold de Wemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne. On s'était quitté après, en plein Fairy Time. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en plein Fairy Time après une défaite stratosphérique face à Lille au Moustoir, défaite 7-1. Il y a eu la trêve entre-temps, ce qui explique qu'on ne soit pas vu. La trêve qui a permis aussi de faire des ajustements tactiques, de remettre les esprits à l'endroit, de se rassurer. Et après 10 minutes de jeu, le FC Lorient s'est retrouvé à 10. Et après une nouvelle valise à Marseille avant d'aller faire match nul au Havre. Voilà le sujet de cet épisode. On va parler de 2 derniers matchs avec Lucas. Salut Lucas. Salut les gars. Est-ce que tu es plein d'optimisme pour cet épisode plus que pour le FC Lorient ? Ouais, je suis plus d'optimiste pour cet épisode parce qu'on a des belles choses à dire que pour la série à venir du FC Lorient. Et puis, il était parti pour faire un grand chelem des déplacements cette saison. Ça s'est arrêté très tôt et finalement, c'est peut-être mieux. Salut Pierrot. Salut. Il me semble que tu avais annoncé vouloir faire le grand chelem, non ? De faire le maximum possible, ouais. Bah, après, je serai quand même là dans 15 jours à Paris. Donc, on espère une victoire, contrairement aux 2 derniers matchs. Et oui, parce que la suite, là, il va y avoir 2 matchs avant une nouvelle trêve. On jouera donc à Monaco, contre Monaco, pardon, samedi soir, ouais, samedi après-midi. Et puis déplacement au Paris FC le 3 octobre, donc un vendredi à 20h45, l'affiche du week-end probablement, avant une nouvelle trêve. Donc là, cette série de 2 matchs, justement, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bon, j'ai un peu spoilé le début du match, Pierrot. Marseille, on arrive... voilà, on se dit après la trêve, le 7-1 à Lille, ça a permis peut-être à tout le monde de se dire ok, on est en Ligue 1, on peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Et est-ce qu'on peut dire que le match s'est arrêté à la 10e minute ? Ça aurait été mieux qu'il s'arrête à la 10e minute. Ça nous aurait évité de passer 80 minutes très difficiles derrière. Parce que non seulement tu prends un rouge et puis penalty, ça fait but et puis derrière qu'est-ce que tu veux remonter à l'extérieur, d'autant plus au Vélodrome, essayer d'aller chercher un résultat à 10 contre 11, même si il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas allées dans le match hormis ce penalty. Sur cette faute de Yongwa, Lucas, évidemment, on ne peut pas résumer ce match au carton rouge. On aura l'occasion de continuer à en discuter. Mais sur cette faute de Yongwa, qu'est-ce qui peut lui passer par la tête ? Il est donc débordé, il est en retard. Il vient complètement ceinturer son défenseur et il sait très bien que ça va faire rouge. Ouais, c'est ça. Ça m'a beaucoup étonné pour un joueur qui commence à accumuler de l'expérience en professionnel ou même en Ligue 1. Là, dès la 10e minute, il met vraiment tout le collectif en grande difficulté. D'autant plus que l'action était plutôt excentrée. Là, c'est vraiment un mauvais réflexe. Pour moi, c'est des trucs qui se gomment quand le joueur évolue, quand le joueur progresse,
qu'il accumule les matchs en pro. Et là, on voit ça, et il y a eu une déclaration assez piquante dans la presse. Il me semble, j'ai plus la phrase exacte de Pantaloni, mais c'était inadmissible de voir ça à ce niveau-là. Ça, je suis plutôt d'accord, même si dans la presse, je trouvais ça un peu cru à entendre. Donc ouais, totalement, il bouscule tous les plans, et derrière, finalement, tout ce qui était préparé sur le plan offensif, défensif, tout est remis en cause et on peut plus exister dans ce match. Tiens, je reviens sur ce que tu viens de dire là. Je voulais qu'on en parle un peu plus tard. Tu dis la sortie de Pantaloni dans la presse, tu la trouves un peu violente pour le joueur, j'imagine. Pierrot, tu es d'accord avec toi, sur la façon dont Pantaloni s'est exprimé sur le sujet? Moi, ça me choque pas spécialement, en fait. Bon, c'est rude, mais ça joue, quoi. En vrai, oui, ça peut surprendre, mais je pense que dans un vestiaire de foot, hors caméra, hors micro, je pense que ça parle un peu cru comme ça, et je pense que c'est peut-être une phrase qui aurait peut-être dû rester dans le vestiaire plutôt qu'en conf de presse, mais voilà, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de mettre les joueurs face à leurs responsabilités, quoi? Parce que là, on peut imaginer qu'après la branlée contre Lille, il y a déjà dû y avoir une petite remise dans l'axe assez intéressante, parce que on a vu alors qui peut être aussi la faute de Pantaloni, attention, hein, j'imagine. Ouais, j'ai envie de dire que Pantaloni a une légère part de responsabilité, parce que tu fais jouer Kwasi titulaire tout le temps, et bim, sur ce match, tu mets Yongwa qui ne jouait pas titulaire, qui a pas de repère, et ça, tu le payes cash tout de suite. Donc, mais dans ce cas-là, c'est peut-être même pas Pantaloni, alors c'est parce que Yongwa jouait pas parce qu'il fallait le vendre. Il fallait pas qu'il se blesse. Donc c'est au-dessus, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu prends la valise contre Lille, là, et du coup, tu as 10 jours ou un peu plus pour voilà, remettre tout le monde dans l'ordre, repartir sur un plan de travail, et tu mets tout à la poubelle au bout de 10 minutes, quoi. Ouais, tu remets tout à la poubelle. Après, forcément, c'est une erreur individuelle qui est payée cash. Après, j'ai pas eu l'impression que sur ces 10 jours, il y a eu quand même du travail. Je pense qu'on pourra en reparler après, mais dans ce match-là, tu prends 2 buts sur coup de pied arrêté. Ouais. T'en prends un au Havre, t'en prends un ou deux encore contre Lille. Enfin, tu vois, on est la pire équipe dans les duels aériens. Beaucoup de choses. Donc, et sur le corner, tu peux pas me parler de supériorité, d'infériorité. Les mecs, on était à égalité dans la surface. Les mecs arrivent à faire la différence. Donc, il y a pas ce souci-là pour moi. C'est juste que je pense que contre ces équipes-là, on a tout simplement pas le niveau, en fait. Ouais, voilà, parce qu'il y a ça aussi, Lucas, c'est que on reparlera de la première mi-temps là, mais c'est aussi Marseille, ça reste comme une équipe. On joue pas dans la même cour. On les a vus contre le Madrid, et on les a vus aussi encore cette semaine contre Paris. Oui, ça totalement, ça on est plutôt d'accord là-dessus. Après, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que en fait, le fait d'être en infériorité numérique, ça s'est vu dès les premières minutes. Là où pour moi, si tu as quand même une structure qui peut être cohérente et un collectif bien huilé, et ben en fait, physiquement, tu vas craquer dans le match, et ça, dans les sorties offensives, notamment, que tu vas pas pouvoir refaire, bah, tu vas t'épuiser à défendre devant ta surface. Mais on va aller sur 20, 30, 40 minutes après le rouge, j'ai quand même l'habitude de voir souvent des équipes qui arrivent à tenir, qui arrivent à faire bloc et gêner, notamment. Il y a beaucoup de bloc bas qui arrivent à Marseille et qui arrivent à faire des résultats. Donc moi, j'aurais aimé voir cette attitude-là sur les 30 minutes après ce rouge-là. Et c'est pas ce que j'ai vu. C'est là où on a pris le plus de buts, d'ailleurs. Et en seconde mi-temps, Marseille a peut-être un peu levé le pied. Donc ça m'a un peu déçu. Et ça a montré qu'il restait énormément de travail, que la trêve, bien qu'on ait dû travailler certaines choses, améliorer certaines choses, bah, finalement, comme tu dis, il y a un écart de niveau qui est très dur à gérer, que ce soit en termes de qualité d'effectif, mais aussi en termes de qualité de jeu. Donc ça, malheureusement, voilà, c'est pas notre championnat, mais on doit quand même mieux exister, parce qu'il faudra prendre des points face à ces grosses équipes, sinon, voilà, on ne peut pas exister en Ligue 1. Ouais, donc 3-0 à la mi-temps. Pierrot, je voyais que tu hochais la tête quand Lucas disait que Marseille avait arrêté de jouer en seconde.
J'allais dire que la deuxième mi-temps était plus intéressante. On a vu plus de phases de possession, plus de phases de construction. Tu penses que c'est aussi puisque Marseille a levé le pied? Bah oui, clairement, ils ont le match plié à 3-0 à la mi-temps. Ils savent que dans la semaine, ils vont jouer le Real et le PSG. Inconsciemment, tu lèves le pied, tu sais qu'en face, sur les 45 premières minutes, on n'a pas tiré une seule fois. Donc ils savent qu'en deuxième mi-temps, ils vont être relativement tranquilles. Moi j'ai eu l'impression qu'ils étaient à l'entraînement en train de préparer les schémas de passe, tout ça, et qu'on a juste été clairement spectateurs en fait. Et donc 4-0, 3-0 à la mi-temps, 4-0 à la 93e. Pas de grande leçon à retirer de ce match. À la limite, si on avait maintenu une sorte de clean sheet en deuxième mi-temps, oui, on en est là. Si on avait fait une clean sheet en deuxième mi-temps, on aurait pu se dire, tiens, allez, on a retrouvé une petite solidité défensive, quoi que ce soit. Bon, il y a ce but qui est un peu en plus dévié par Meïté, il me semble. Dévié par Meïté ou Vogo qui faisait son retour au FC Lorient. Pas pu faire grand-chose. Vogo qui n'a pas arrêté de pénalty contre Marseille, un but de Greenwood, qui n'a pas arrêté de pénalty non plus contre Le Havre. Et alors d'ailleurs, tiens, Le Havre, on se dit, bon, alors ok, Marseille, au bout de 10 minutes, on prend un rouge, on va être sage. Bamo Meïté, 3e minute, jaune pénalty, et si à rouge, il n'y a pas non plus de quoi sauter aux arbres, quoi, Lucas. Ouais, c'est ça, encore sur voilà, c'est un ballon en profondeur un petit peu mal négocié. Et il y a ce mouvement voilà, c'est aussi. Je pense que voilà, le groupe a été remonté après le rouge de Yonghua. Il y a peut-être eu certaines choses qui ont été dites. Voilà, rester concentré être concentré dès les premières minutes, ne pas prendre non plus de risques inutiles, entre guillemets, vaut mieux prendre un but dans certaines situations que de prendre un rouge voilà. Et il y a cette erreur-là, alors que le joueur s'excentre totalement. C'est assez incompréhensible, d'autant plus que Bamo Meïté restait sur une performance qui était assez discutable aussi le match précédent. Donc, c'était la pire façon de débuter le match. Et heureusement pour nous, ce penalty finit sur la barre. Mais je pense que si on prend ce but-là, on ne revient jamais dans le match parce que mentalement, en fait, tu sors de 2 matchs où tu as pris des scores qui sont pas acceptables sur un début de saison, sur notre saison de Ligue 1, et tu perds d'entrée. Donc encore une faute d'inattention, c'est assez compliqué. Pierrot, Vogo a arrêté un penalty du coup? Arrêtez. Merci de la barre transversale quand même. Parce qu'il plonge encore 60 mètres à côté. Enfin bref. Mais Lucas a totalement raison. Je pense que si tu prends ce but sur penalty derrière psychologiquement, j'ai bien peur que tu coules encore. Heureusement, je pense qu'heureusement dans les têtes qu'elle rentre pas du coup, parce que un poil de mieux après ce penalty pendant les 20-30 minutes où on était solide défensivement et sur la seule contre-attaque qu'on a à jouer, qui est parfaitement, contre-attaque. Le seul ballon qu'on a à jouer en 2-3 touches de balle, on arrive à en faire quelque chose et on arrive à marquer. Et ça fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas. Ça faisait longtemps déjà qu'on n'avait pas marqué un but à 11 contre 11, déjà. Et surtout hors le penalty. C'est même la première fois de la saison. Ouais, t'as le but de Tozin juste avant contre Lille qui reprend le penalty, mais je le compte pas comme un but dans le jeu. Après, t'as les buts contre Rennes, mais bon, Rennes, c'est l'exception. Hein. Toujours 11 contre 9, forcément, c'est plus facile. Mais ouais, j'ai eu quand même beaucoup d'espoir dans à la fin de la première mi-temps. Je me suis dit, j'ai mis un petit tweet d'ailleurs. Je me suis dit, si on va se concentrer, qu'on fait pas des erreurs bêtes en début de deuxième mi-temps, il y a moyen d'aller chercher un résultat. Et bim. Sur cette première mi-temps, oui, bim. D'ailleurs, bim, c'est-à-dire que c'est à la 47e, il me semble, qu'il y a but. Sur un truc, un ping-pong aérien.
On parlera des joueurs qui nous ont satisfait sur ce début de saison et sur ceux sur lesquels on est déçus. Et on va encore nous dire vous tombez sur Mvogo. On maintient nos propos sur Mvogo. Alors après, attends, je maintiens en tout cas mes propos. Peut-être que Lucas, je vois que Lucas me regarde, il a peut-être une analyse différente, mais son jeu au pied est pas terrible. Il se trouve que contre le Havre, son jeu au pied était plutôt correct. Comme quoi, on sait dire les choses quand elles sont là. Son jeu aérien est catastrophique, et là il était. En plus, regardez la vidéo, vraiment regardez le but, quoi. Regardez comment il sort, ce qui fait avec, ce qui fait avec sa main, il la retire, il l'enlève, il sait pas où il est. On dirait qu'il parle pas. Il y a eu plusieurs situations, on dirait qu'il parle pas à ses défenseurs ou ses défenseurs l'entendent pas. Bref, un but un peu à la Sgeg. Cette première mi-temps, Lucas. Elle est très bizarre parce qu'on a l'impression d'être dans le money time d'une dernière journée de championnat. Ça attaque un peu dans tous les. Enfin, c'est pas très construit. Il y a pas de. On sent que c'est un peu du hurrah football, quoi. Ouais, c'est ça. On est ressorti assez satisfait de cette première mi-temps, qui était avec un scénario très particulier qui commence très mal. Finalement, on s'en sort très bien. On n'a pas trop parlé du but, mais finalement, en 3 passes, on arrive à traverser tout le terrain avec une première passe qui casse les lignes de Faye. Ouais. Puis une autre passe en profondeur un peu opportuniste, mais finalement très belle d'Herman Karim pour Tosin qui finit très bien, avec un peu de réussite, mais qui finit très bien. Mais voilà, moi c'était surtout défensivement ce que je rejoins Pierrot, ce que je retiens d'intéressant, où on a fait bloc. J'ai trouvé que en termes de progrès sur le système, c'était qu'on coulissait très bien de côté en côté. C'est-à-dire que le Havre, à la construction, essayait de basculer sur les côtés, sur ses ailiers, et on suivait très bien, on couvrait très vite les espaces, ce qui fait qu'ils n'arrivaient pas à avancer, à se créer de véritables occasions. Donc ça, je trouve ça très positif, même si c'était face à une équipe qui, en termes de talent offensif, était moindre à ce qu'on a pu par rapport aux équipes qu'on a pu affronter depuis le début de saison. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, sur le plan offensif, c'est encore à parfaire. Voilà, j'ai pas encore trouvé de vraies connexions, de vrais liens. C'est-à-dire qu'on a une ligne d'attaque qui change encore assez régulièrement. Donc voilà, j'ai pas trouvé encore de vraies connexions. C'est ça qui me manque. Est-ce que ça vient pas du fait que Pantalone n'a aucune certitude? On voit beaucoup de rotations à tous les postes. Alors il y a aussi les blessures, les suspensions. On aura l'occasion de reparler des cartons juste après. Pierrot, ça tourne dans tous les sens, devant, au milieu surtout, derrière, sur les côtés. On a l'impression qu'il cherche. Il cherche, et puis les résultats. Je vais pas dire les résultats lui donnent raison de chercher, mais quelque part, vu les défaites, vu les points négatifs qu'il y a, sur le terme de contenu, t'es obligé de faire des changements. Tu peux pas garder la même équipe qui en prend 7 en deuxième mi-temps à Lille. Enfin, tu vois, c'est toujours compliqué. J'ai l'impression que il y a, je vais pas dire un lock, mais on a l'impression quand même que Tosin garde principalement une place de titulaire dans cette équipe, parce que quand même c'est le meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle, égalité quelque part. Donc il y a ça. Après je suppose que Pagis était peut-être trop juste pour rejouer, même s'il l'a pris dans le groupe. J'aurais bien aimé le revoir, mais je pense qu'il a pas osé remettre des nouveaux joueurs sur le match du Havre. Je pense qu'il a voulu garder un peu ce qui s'était fait en deuxième mi-temps contre Marseille. Et après, tu regardes la défense centrale. De toute façon, il pouvait faire aucun changement. Sur les latéraux, il avait que Kouassi. À droite, il est obligé de bricoler. Et en fait, quelque part, il est obligé de garder la seule stabilité qu'il est obligé de garder, c'est au milieu et en défense, parce qu'il a que ça. Mais sinon, les autres postes, t'es obligé de faire des changements en attaque. Si tu vois que ça marche pas, t'essaies de trouver un truc qui fonctionne. Donc ça prend du temps, mais ça fait quand même 2 mois, quoi.
Ouais, Ouais. Lucas, tu mentionnais le but de Tozin justement sur une contre-attaque. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Euh, on est spécialiste de amorcer une situation qui peut amener une contre-attaque. Et le gars garde la balle, il fait 2, 3, 4 touches de balle, il joue vers l'arrière. Et chaque touche de balle ensuite, quand on a la balle, donc c'est pas souvent, vous aurez le temps de le regarder, c'est 3, 4 touches de balle. Il y a très peu d'intuitivité, d'improvisation, très peu je trouve pas le Ouais. mot, de Oui, puis t'as spontanéité. personne et puis t'as personne qui va décrocher pour chercher des solutions parce que Ça vient de là aussi peut-être. et, et de facto quand tu joues à 5 derrière, forcément t'as un joueur défensif en plus, donc t'as un offensif en moins et ça te limite déjà des possibilités en moins. Donc je pense déjà t'as une question de système qui fait que tu peux pas avoir beaucoup de joueurs qui décrochent et proposer beaucoup de choses en plus quoi. C'est ça. Et puis, moi, enfin, on parlera peut-être des cas individuels après, mais je suis assez déçu de l'apport dans le jeu de Mohamed Bamba, qui, je trouve, qui est vraiment déconnecté du reste de l'équipe. Ouais. Alors là où j'avais beaucoup d'espoir quand même en début de saison, et j'ai toujours de l'espoir, hein, mais en tout cas sur ce match-là, en termes de, voilà, dans les transmissions, voilà, j'ai noté quand même plusieurs pertes de balles et voilà un manque de lion, alors que c'est lui qui doit faire remonter le bloc et nous aider à garder le ballon pour ensuite amorcer les comptes, comme tu dis Julien, parce que en termes de prise de profondeur, voilà, Tosin est capable de la prendre, Derman Karim, ça va se voir avec le temps. Là, j'ai trouvé bien meilleur, Ouais. mais voilà, ça se voit avec le temps. Et puis peut-être aussi que sur ce match-là, Kouassi avait on va dire des obligations défensives un peu plus fortes pour peut-être se rassurer aussi défensivement. Donc, il a peut-être moins porté devant. Et Théo Lebris, finalement, n'est pas à la forme qu'on aimerait qu'il soit. Donc n'a pas trop apporté devant. Donc, c'est compliqué. Alors, Théo Lebris, vous allez peut-être pouvoir nous aider à résoudre un mystère. Il y a une hype dans le Telegram sur Théo Lebris qui aurait marqué des points à droite. Moi, j'aime bien Théo Lebris, j'aime bien le joueur. Mais le match qu'il a fait, je pensais que tu allais dire ça, Lucas. Il est neutre. Enfin, on peut pas dire qu'il est déçu parce qu'il a rien fait il n'y a pas eu de catastrophe de son côté. Il s'est pas fait manger tout le match. Bah, tu peux pas dire qu'il est déçu parce qu'il était invisible en fait. Ouais, au début de match, ils ont essayé de le trouver, ils ont joué un peu avec lui et tout, mais ouais, ça n'a pas été. C'est un match assez neutre. Et là, dans le Telegram, donc il a marqué des points, etc. Alors, je sais pas face à qui, parce que je pense pas que Vuka soit un ton en dessous. Katseri s'est blessé, mais je pense pas non plus. C'est très particulier. Lucas, t'as pensé quoi de son match T'as dit que tu le vois pas aussi en forme que tu l'espérais. On a déjà répété plusieurs fois qu'on ne retrouvait pas forcément le peps qu'il avait, enfin, voilà, le jeu vers l'avant, la verticalité qu'il pouvait amener dans le jeu qu'il avait. Donc, c'est peut-être aussi ses blessures qui l'ont un peu freiné. Et voilà, il a du mal à retrouver le niveau qu'il a pu avoir. Mais voilà, dans les transmissions, donc déjà plutôt en phase offensive, en fait, dès qu'il recevait un ballon, il était souvent. En fait, soit il le recevait à l'arrêt, il avait du mal à accélérer, ou quand il le recevait en mouvement, pardon, il s'arrêtait aussi. Alors, je sais peut-être des consignes aussi, donc peut-être qu'on ne maîtrise pas tout finalement sur le plan tactique, mais j'ai quand même des doutes là-dessus et je trouve ça vraiment dommage parce que moi, je préfère un joueur qui va peut-être perdre 3, 4, 5 ballons sur son côté et qu'on est en phase, il va peut-être se faire compenser, notamment par le milieu de terrain ou les 3 défenseurs qui amènent quand même une sécurité, plutôt qu'un joueur qui va moins tenter, voire pas tenter du tout. Donc moi, j'aimerais bien qu'il prenne plus d'initiative offensive, s'il en est capable, en tout cas, avec sa forme actuelle. Et voilà, qu'on exploite un peu au mieux ses qualités, là, parce que pour moi, à ce poste-là, est un peu bridé, ou voilà. Puis on ne retrouve pas le vrai Théo Lebris. Surtout que lui et Kouassi, dans ce système-là, doivent être les mecs qui bouffent les couloirs et amènent des centres. On a vu énormément de centres du Havre, et c'est assez logique, je crois que c'est l'équipe qui centre le plus dans le championnat, et il me semble, c'était l'an dernier où c'était l'équipe qui centrait le plus en Europe, enfin il y avait un délire comme ça autour des centres du Havre, donc ok, mais côté Merlu, t'en vois pas énormément des centres, quoi. Donc s'ils font pas ces efforts de débordement, c'est un peu compliqué. Et ça me permet de rebondir sur autre chose, t'as dit il avait peut-être des consignes de rester bas et tout, et moi c'est un truc qui m'a gavé,
c'est qu'on a bien vu dans le deuxième mi-temps, on jouait pour plus perdre. Après, déjà, le but con, là, et puis ensuite, on jouait pour vraiment plus perdre et ramener un point. Et ça a été assumé derrière dans les différentes interviews, il fallait surtout pas perdre ce match, etc. Putain, t'es au Havre à la 5e journée, quoi. Et t'es déjà en train de te dire c'est un match de la mort, machin. Mais ça dit quoi de tes ambitions dans le championnat? Et ça dit quoi de quand tu vas en déplacement alors sans parler de Paris-Marseille, quand tu vas aller en déplacement à Lille ou à... J'en sais rien, je connais pas la moitié des équipes, j'ai un trou. Mais voilà, quand tu vas à Lyon ou je sais pas quoi, tu vas attendre quoi? Tu vas pourquoi, du coup? Si tu as peur d'aller au Havre, mais c'est quoi le délire, là? Je pense que tu voulais te rassurer, mais... T'as peur d'aller partout, surtout. Ouais, bah c'est surtout ça, ouais. Et donc ça en dit... Vas-y. Non, mais surtout que c'est une des équipes, peut-être, si on parle budget ou même hors budget, sur le plan des joueurs, qualité de joueurs intrinsèques, c'est une des équipes les plus faibles de Ligue 1 avec nous, avec Angers, avec d'autres. Donc voilà, et moi ce qui m'a assez marqué, je pense que tu voulais peut-être citer ça aussi, c'est les changements où finalement, on fait entrer Soumano pour Bamba, et finalement Makengo remplace Tosin. Alors là aussi, est-ce que c'était une réorganisation tactique? Mais ça, je suis pas sûr, vu finalement le système qui pour moi est resté le même, et le rôle donné à Makengo, qui a fait une entrée assez contrastée d'ailleurs, voire pas très bonne. Ouais, mais c'est le seul à frapper en deuxième mi-temps. Hein. À frapper au but. Oui, c'est vrai. Mais ça en dit long quand même sur le plan offensif. Ah, bah, carrément. Si on fait rentrer dans un milieu plutôt à vocation défensive, ouais. ou en tout cas un milieu de terrain plutôt qu'un ailier ou faux neuf, ça va dans ce que tu dis. Et franchement, si tu as peur d'aller affronter Moridio, c'est chaud quand même, parce que rappelons Moridio, c'est donc le gardien qui était à Clermont à la dernière journée de championnat, qui, quand on a gagné 5-0 pour nous sauver, finalement il nous manquait un 6e, avait joué la montre dès la première minute, alors que Clermont n'avait plus rien à jouer. L'an dernier, je crois qu'il avait été remplaçant, je sais même pas où. Enfin bref, il jouait pas. À Clermont. À Clermont, et là il se retrouve titulaire en Ligue 1, ce qui est quand même assez incroyable d'être titulaire en Ligue 1 quand t'es Moridio, vu le niveau de Moridio, et t'as peur de lui. Alors il sort 2 belles balles. Hein. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. La frappe de Makengo et une tête de Faye, de mémoire. Ouais, je crois. Il me semble que c'est Faye, ouais. Et là, une belle horizontale. Enfin, une belle horizontale. Il y en a une de Meïté, non Meïté. Il y a une taille de Meïté, ouais. Meïté, on a parlé de sa connerie en début de match. Oui, on a parlé de sa connerie en début de match. Tiens, un petit mot sur le penalty Penalty qui a été sifflé plus rouge, en tout cas deuxième jaune, pour une faute supposée sur Mobamba de Sanganté. Pierrot, pour toi, faute, pas faute? Pour moi, pas faute. Enfin, en soi, il lui tient le bras au début de l'action, mais au moment où Bamba se laisse tomber totalement et le joueur le tient plus au moment où il se laisse tomber. Je pense que quand t'es l'arbitre et que tu vas voir le ralenti à la VAR avec les angles qu'ils ont montré après, en vrai, tu le siffles, c'est pas un scandale parce qu'il y a un contact au début de l'action, tu le siffles pas, c'est pas un scandale non plus pour moi. Et je pense que tu veux pas crier au scandale sur enfin si, on peut crier au scandale sur l'arbitrage puisqu'il était catastrophique, mais tu peux pas dire qu'on te vole le match parce que juste avant ils ont eu le Havre égalise et le but est refusé. Ouais, là, il y a quand même une sacrée faute. Avom se fait. Alors oui, c'est Avom qui va au contact, etc. Mais quand même, il y a. Pour moi, c'est juste c'est contact. Contact aérien, pour moi, pour moi, le but aurait pu être accordé, ça aurait pas été scandaleux, tu vois. Donc, ouais. Oui, après, l'arbitrage, t'es un peu guess des deux côtés. Ouais. Lucas, toi, t'es plutôt péno, pas péno? Je suis assez mitigé. Enfin, pour moi, le débat, il est plus sur l'utilisation de la VAR. Où là pour le coup, là, je trouve que c'est un peu scandaleux, dans le sens où, pour moi, la VAR ne revient jamais sur des actions, sauf si c'est une erreur manifeste Sauf que maintenant, il de regarde l'arbitre. tout, quoi. Et pour moi, alors le contact, il est très léger, mais le mouvement du défenseur vers le bras de Bamba, il existe. Il y a contact, aussi léger soit-il. Ce n'est pas une erreur manifeste. Il le déséquipe peut-être très légèrement,
mais en tout cas, il fait ce mouvement-là. Donc, et pour moi, la VAR n'intervient pas vraiment sur ces actions-là. Donc, c'est ça qui m'a plus surpris. Voilà. Après, c'est aussi la VAR, en fait, le fait de revoir 50 fois une action au ralenti ou à vitesse réelle, bah, ça amplifie ou ça allège le De geste. toute façon, comment tu veux avoir confiance dans ça quand tu vois le Lyon-Rennes, là, où le fameux Saglis qui est passé partout, là, où l'arbitre vidéo qui enfin, il y a quand même la semelle sur le tibia, enfin, il n'y a même pas besoin de le regarder 20 fois, et tu n'as pas forcément besoin de la VAR pour ça, tu mets rouge, machin. Non, finalement, ça, à partir de là, comment tu veux... Oui, tu peux toujours, sur n'importe quelle situation, tu vas toujours pouvoir trouver un angle ou une interprétation qui va te faire atténuer le truc. Mais voilà. Et moi, ce qui m'a un peu saoulé, c'est le manque de cohérence. Alors déjà, entre les arbitres sur différents matchs, je peux entendre que c'est compliqué, il y a un règlement à suivre, mais bon, les interprétations, tout ça font que ça peut être compliqué, le manque de cohérence. Ok, pourquoi pas. Mais sur le même match, pour moi, la faute sur Bamba, je suis assez d'accord avec toi, Lucas, et en effet, c'est vrai aussi que de ne pas le siffler, c'est pas un scandale, mais bon, il y a quand même ce geste où il retient, tout comme Meïté retient le défenseur à la 3e minute. Donc si tu siffles un, tu siffles l'autre, tu vois. Alors, c'est vrai que le maillot, il le tient. C'était beaucoup plus flagrant. Je suis d'accord. Oui, t'as raison. Faut être complètement con pour aller tenir. Enfin bref, ça m'a saoulé. La faute à la 3e minute là, de tirer le maillot, mais ils sont en Ligue 1, les mecs, ils ont oublié qu'il y a la VAR, je sais pas. Bon. Mais ouais, l'arbitrage. Tiens, en parlant de carton, savez-vous combien de cartons a pris le FC Lorient depuis le début de saison? Moi, j'ai regardé, donc je réponds. T'as le chiffre, Pierrot? Ah, pardon, combien? C'est pas combien de... Pardon, excuse-moi. C'était pas ça ma question. C'est combien de joueurs ont été avertis? Donc j'ai pas le total des cartons. Lucas, tu pourras le donner. Combien de joueurs ont été avertis? Ouais, je dirais 7. 7, Lucas? T'as le chiffre aussi? Non, j'ai pas le chiffre là. Ouais, je dirais 6 pour dire un truc différent. Eh bien, ils sont 13 à avoir été avertis. Alors, le total des cartons, Lucas, s'élève à combien? 19. 5 matchs. Fantastique. Alors, j'ai même pas compté le carton rouge. Hein. Donc, dans mes 13 cartons jaunes, il y a Faye qui en a pris 3 déjà. Découvre la Abergel aussi. Abergel qui en a pris 3. On rappelle que maintenant, c'est à 5 que tu es suspendu automatiquement. Arthur Avom en a pris 2, tout comme Karim Derman, pardon. Et après, ils en ont tous pris un. Kouassi, Meïté, Formose, qui est parti. Igor Silva, Mbamba, Talbi, Katseris, Pagis, Soumano. Lucas, ça veut dire quoi cette pluie de cartons jaunes et le carton rouge de Darlin Yongwa? Bah, alors, le rouge, on va le mettre à part, mais les jaunes, pour moi, c'est hyper révélateur d'un manque de maîtrise. Parce que finalement, c'est des fautes que tu fais en dernier recours. Soit en dernier recours, soit des fautes où tu ne maîtrises pas ton tacle, ton intervention parce que tu es en retard. Donc, je pense qu'on doit plus ou moins être l'équipe qui en a pris le plus en Ligue 1. Là, il faudrait qu'on regarde le classement du fair play. Voilà. Enfin, en tout cas, qu'avec je les m'en jaunes. charge pendant que tu parles. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est vraiment révélateur. Et là où on était souvent une équipe fair play les autres années, là, ça commence très mal. Et on va surtout, en plus, déjà qu'on est en difficulté, perdre des joueurs sur suspension, sachant qu'en plus, la règle a changé cette année, dans le sens où dès qu'un joueur a pris 3 cartons jaunes, donc il est suspendu. Donc, ça comme les autres années, sauf que là... 5. Ça a changé cette Comment année. C'est 5 maintenant, ça a changé. 5 cartons jaunes? Ouais. Et donc, c'est tous les 10 matchs? Non, t'as plus la notion des 10 matchs. Ouais, voilà, non, t'as plus les notions des 10 matchs, mais ça passe à 5, d'accord. Okay. Attends, donc ça veut dire que si Abergel, donc on a 3 là, il en prend 3 et prend ses 2 autres en mars, il sera suspendu? Bah, il sera suspendu après son 5e jaune. Même s'il y a 6 mois entre les 2 matchs. Ouais. Ça, c'est très con. C'est pas moi qui fais la règle. Non, c'est bien dommage, on rigolerait bien. Selon le classement du fair play, t'as dit qu'on avait pris combien de jaunes, Lucas? 19. 19. Alors, c'est le classement du fair play de l'équipe, doit pas être à jour, parce qu'il en met que 11 là. Donc, bizarre cette histoire. Écoutez, on va continuer à chercher notre classement du fair play, mais on serait... Rennes, ça doit être pire que nous. Rennes est bon dernier. Rennes est bon dernier, mais ça peut pas être à jour le truc. Je continue
à fouiller. Ouais, donc un manque de sérénité. Pierrot, tu l'interprètes comme ça, toi aussi? Bah, très clairement, oui. Enfin, pour le coup, tu vois bien, déjà, ça montre que t'es totalement dominé et que la seule façon d'un peu de stopper cette domination, c'est de faire faute quelque part. Mais tu regardes par exemple sur le match du Havre, je suis désolé, en deuxième mi-temps, le moindre contact, c'était un jaune. Oui, c'était un chéri. Enfin, tu vois, je sais pas combien on prend de jaune sur ce match. Je pense qu'on en prend au moins 5 ou 6 facile. Déjà le truc est un peu biaisé via ce match-là pour moi. Parce que sinon, tu prends une moyenne de 2-3 par match. Donc, quand t'es une équipe qui joue le maintien, je trouve pas ça hyper scandaleux. Je sais pas c'était combien les. On en prend 5 contre le Havre. Alors, Ouais, justement, le classement du fair c'est play. énorme. Classement du fair play, on est bon dernier. Hein. Donc 19 cartons jaunes, ce qui fait 24 points, ce qui nous met en dernier, parce que moins tu as de points, évidemment, plus haut tu es. Et alors, enlevons le match du Havre, on en a donc 14, on serait quand même dernier. Donc, Oui. j'ai envie de te dire, le match du Havre, C'est ça a énorme. couronné tout ça, belle performance. On en prend 6 contre Rennes, à 11 contre 9, c'est ça qui est le plus marquant. Et D'accord. on en avait peut-être parlé un petit peu au théâtre, mais c'est fou d'en prendre 6 dans un match où tu es à 11. Et ça montre que même en Ouais, supériorité, mais le match du Havre, le match de Rennes, c'est pareil. L'arbitre, c'était un cow-boy. Chaque contact, c'était une faute. Ah ouais, Tu, mais tu- tu regardes les deux rouges de Rennes, ils les dégainent aussitôt, tu vois. Il n'y a pas de. ouais, c'est vrai. mais après 5 journées, ça commence à vouloir dire quelque chose quand même aussi, quoi. Faut voir si ça perdure. On sera attentif à ça. Justement, donc on a joué, j'ai oublié de le préciser en intro, évidemment, le FC Lorient est relégable. Hein, pour ceux qui suivent l'actualité du FCL avec nous, il est évident qu'on est relégable. Donc après 5 matchs au classement, le FCL est donc 17e. Il n'y a que Metz qui fait pire, puisque Metz a pris un seul point. Alors même s'ils ont cru faire un hold-up contre Monaco, notre prochain adversaire, enfin un hold-up, en tout cas faire une belle perf, non, ils ont toujours qu'à un point. Et puis après, si on fait un petit point sur le classement, tiens, Lorient donc 17e avec 4 points, tout comme Brest, Le Havre et Nantes, 4 points. Et juste au-dessus, on retrouve Angers, 13e, 5 points. Puis Nice, PFC, excusez-moi, Auxerre et Toulouse avec 6 points. Donc finalement, on n'est qu'à 2 points de la 9e place. Donc déjà, il n'y a pas panique, à bord. On est à 5 points de l'Europe. Et on n'est pas très loin du titre, on n'est qu'à 8 points du titre. Et en plus, on joue le leader la semaine prochaine. Enfin, vraiment, tu bats Monaco, est-ce qu'on n'est pas en train de relancer le championnat là ? Le truc que je voulais vous dire, c'est que voilà, on se retrouve donc avec ce wagon-là qu'on attendait. Tout le monde l'avait vu venir, hein, ce championnat du bas. Angers, Brest, Le Havre, Nantes, Lorient donc et Metz. Nice, qui a l'air de s'y mêler, mais attention, ça reste quand même une grosse structure. Paris FC qui a un petit peu du mal à augmenter et Auxerre Toulouse qui sont en haut. Toulouse, ça a l'air d'être 2 matchs leurs 2 victoires, ça a l'air d'être des feux de paille en début de saison, ça a l'air de bien se tasser quand même. Dans ce lot là, allez, on va dire de la 9e à la 18e place, qui est-ce que vous sortez de la course à la loose ? Bah déjà Nice, Auxerre pour moi aussi. Ah ouais, tu penses ? Auxerre, ouais, je les vois bien. Enfin, c'est une équipe solide. Pour moi, c'est plusieurs années qu'ils sont solides en Ligue 1. Ça, il y a toujours. Ils ont perdu pas mal de joueurs cet été, mais ils ont l'air de s'être plutôt bien renouvelés. Bon, là, j'ai juste vu ce week-end là, le super but qu'ils ont marqué, le super but collectif. Je sais pas si ça résume énormément leur performance, mais moi, je les sortirais aussi. Donc Nice et Auxerre, pour toi, Pierrot ? Moi, je sors quand même Toulouse. Hein, leur dernier match. Parce que, ouais, mais les derniers matchs, franchement, ils perdent 6-3 contre le PSG, mais ce qu'ils ont montré sur ce match-là, franchement, ils n'ont pas arrêté de jouer, contrairement à nous, quand on a commencé à prendre une sauce.
Après, Lille, il craque vraiment sur la fin dans le temps additionnel où à la 90e, je crois qu'il y avait encore un 0 pour eux. Oui. Et contre Auxerre, ils ratent un péno dès le début du match et derrière, ça les met dedans pour le reste du match contre Auxerre. Ok. Donc, je pense quand même que dans le contenu, ils sont quand même. Alors certes, au niveau des résultats, ils ont quand même 2 victoires et 3 défaites. Mais dans le contenu, je trouve que c'est quand même nettement supérieur à nous. Moi, en fait, on va retrouver ce championnat à 5-6. Il y a pas de, c'est pas une surprise que Lorient soit mêlé à ça, hein, quand on voit les transferts, le mercato, la capacité à avoir des joueurs du niveau Ligue 1. Il y a aucun scandale à ce que Lorient soit à cette place-là. Attention. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est d'avoir fait cette prestation au Havre, quoi. Que tu te fasses balader à Marseille, au Vélodrome à 10 contre 11, il n'y a pas scandale. Que tu perdes contre Lille au Moustoir, il n'y a pas scandale. Que tu perdes 7-1, c'est autre chose. Mais, ok, il n'y a pas scandale, on va pas tomber sur l'équipe parce que tu perds des matchs au Vélodrome. Bien entendu. Moi, la prestation au Havre, elle m'a vraiment gavé, Lucas. C'était... je m'attendais à mieux, quoi. Bah, moi, pas. Non, mais elle me Pas tant que rassurait, ça. en fait. Je m'attendais pas vraiment à être hyper rassuré. Enfin, je m'attendais quand même à voir plus de situations. Là où finalement, on marque un but. Je crois qu'on finit à peu près à 1 de XG. Parce qu'on a, allez, on va dire, deux occasions Et marquantes. oui, vous l'avez remarqué, Opta Rafa n'est pas avec nous aujourd'hui. Ça interrompt une série de je ne sais combien de podcasts où il était présent. Je pense à lui. C'est ça, il aurait fallu les stats détaillées. Oh bah, Peut-être qu'il nous aurait trouvé finalement une stat qui je nous pense aurait donné un peu il aurait d'optimisme. même répondu à Pierrot quand il disait que les cartons jaunes étaient biaisés avec les expected yellow cards qui auraient permis d'avoir un classement beaucoup plus précis. Mais ouais, non. Moi, je m'attendais. Enfin, pour moi, c'est un match comme on dit, de notre championnat. Je crois que t'es dans Un de match merde. Je crois que fermé. t'allais dire un Parce match que de merde. Non, mais enfin, moi, je m'attends pas à ce qu'on développe un jeu collectif très bien huilé dès les premières journées. Je pense que ça va être très long pour qu'on monte cette pente. On doit déjà se rassurer en gagnant des points sur des matchs moches, et comme celui-ci. Mais moi, ce qui m'a déçu surtout, c'est le plan offensif, qu'on soit efficace ou pas. Là, c'est plus produire des occasions, travailler à mettre ses attaquants en confiance. Et pour moi, c'est pas du tout sur un match comme ça que tu travailles tes automatismes. Parce Ah que ouais, mais c'est comme... entends-moi, tu te dis, bon, Auxerre, allez, c'était le premier match de la saison. Après, Rennes, ouais, mais ils étaient 9. Lille, oui, mais on a arrêté de jouer, on en prend 7. Marseille, oui, mais on prend rouge de Yongwa. Donc tu dis, bon, bah, le Havre, ça va être le vrai premier match où on est. Allez, on va être. Ah tiens, on va voir ce qu'on vaut, quoi. Et ben, on vaut pas grand-chose, quoi. Et encore, Auxerre, offensivement, c'était pas non plus si désastreux que ça. Hein. Ouais, non, c'est ça. Auxerre, oui, parce qu'Auxerre, tu fais nul ou tu gagnes le match, il n'y a même pas un scandale à Non, on avait dit avoir. plutôt, Mais tu le fais pas, quoi. Donc, bon, c'est un peu. J'attendais mieux dans le contenu. La première mi-temps m'a plu sans être non plus hyper passionnante, mais on se dit, bon, ouais, ok, d'accord, ça joue. La deuxième mi-temps, par contre, bon. Et puis en plus, je l'ai dit tout à l'heure. Vas-y, Pierrot. En fait, il y a un truc qui est symptomatique de ce début de saison, c'est qu'on prend trop de buts dès début de deuxième période. Ah, c'est horrible. T'en prends un contre le Havre, contre Lille, t'en prends deux, t'en prends un contre Auxerre, et même le dernier amical contre Angers qui fait office de répétition générale avant ta saison, t'en prends un au retour des vestiaires. Donc en fait, sur 5-6 matchs, tu prends 5 buts dès le retour des vestiaires. Donc ça, c'est très très problématique, je trouve. Et c'est sur ce... Je pense qu'on a psychologiquement, il va falloir qu'on travaille là-dessus parce que tu peux pas sans cesse prendre un but dès le retour des vestiaires. Et même le début de match, hein, tu peux inclure le début de match de Yongo à Marseille, tu peux inclure le début de match contre le Havre où tu concèdes un penalty aussi. Oui. Les débuts de match et les débuts de deuxième mi-temps sont catastrophiques. Est-ce qu'Inigo Götze est toujours dans le staff pour faire de l'analyse psychologique? C'est pas. Je crois pas. Je pense pas. Petite analyse, pas joueur par joueur, mais qui est-ce qui vous satisfait, qui est-ce qui vous déçoit sur le début de saison? On va évacuer tout de suite le plus rapide. Qui est-ce qui vous satisfait sur ce début de saison? Je vous demande un nom. On commence par toi, Lucas, tiens. Je vais pas
vais pas prendre le plus facile parce que il y en a un qu'on a déjà cité pas mal de fois sur les précédents épisodes. Bon, au-delà de l'aspect statistique, Tosin qui montre, c'est en tout cas pour moi c'est l'attaquant quand même qui montre le plus de choses offensivement. Je vous vois rigoler, mais parce que en fait, je vois Pierrot, je sais ce qu'il pense, il sait que je pense la même chose et un de nous deux va sortir la connerie. Donc, je te laisse l'honneur, Pierrot. Non, Okay. Non, disons que s'il commence à planter, il va partir en première ligue cet hiver, quoi. Exactement. J'en avais parlé, j'avais dit que ça allait être l'attaquant le plus prolifique. Donc là, on est en route. Je pense que Ferry sont satisfaits. Non, mais je pense que c'est l'attaquant qui est le plus roman. Des fois, il est un peu seul à vouloir amener un peu de verticalité. Donc en fait, il est assez bridé sur ses mouvements. Mais moi, je le vois quand même monter en puissance. J'espère qu'il va pas être gêné par les blessures en début de saison. Mais voilà, faut qu'il prenne de l'ampleur parce que aujourd'hui, pour moi, c'est sur les trois de devant, c'est la seule, pour moi, c'est la seule certitude, ou en tout cas, c'est le seul joueur que je mets titulaire quand je fais ma feuille de match. Parce que voilà, pour moi, c'est entre guillemets un lock, comme on le dit souvent. Donc voilà, plutôt satisfait. Voilà, et j'attends aussi que à la passe, il soit intéressant parce qu'il a une bonne. C'est un attaquant assez altruiste. Donc si Bamba ou Soumano s'ils arrivent à mieux se trouver, je pense qu'il peut être aussi décisif à la passe. Donc pour toi, Ego de Tozin, Pierrot, qui te satisfait? J'étais parti pour dire pareil, mais je vais changer. D'ailleurs, j'ai juste envie de dire un truc. Tozin a mis plus de buts cette saison que sur la dernière saison en Ligue 1, donc c'est déjà positif. Mais ouais, moi je vais prendre Kouassi personnellement. Je trouve que dans tous les matchs qu'il a fait, il a été très bon techniquement. Même défensivement, je trouve qu'il a pas trop pris la sauce, par peut-être contre Lille, mais là toute l'équipe a pris la sauce. Mais je trouve que clairement, il a relégué Yongwa sur le banc pour un moment en fait. Enfin, ah bah là oui. Pour moi, ce premier match en Ligue 1, il s'est facilement imposé comme le titulaire sur ce piston gauche, et le peu de minutes qu'on a donné à Yongwa, allez hop, 10 minutes sur la touche suspendue. D'ailleurs, le fait qu'il ait pris 2 matchs pour son carton rouge, ça c'est un scandale. Oui, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Mais ouais, clairement, il vient de prendre le poste de Yongwa pendant au moins un mois, quoi. D'ailleurs, et en plus, ce qui est chouette, c'est que ça reste quand même un recrutement un peu dans l'esprit FCL, on l'a beaucoup dit. Un mec de Ligue 2 qui a bien dominé en Ligue 2 et que tu arrives à signer pour pas trop cher. Donc, déjà qu'on recrute pas beaucoup. Ouais. Ou qu'on recrute des joueurs blessés qui sont dispo avant décembre. Des pépites. Donc ouais, non, pour moi mon coup de cœur du début de saison, c'est Kouassi. Évidemment, moi j'avais ces deux noms en tête. Je pense que c'est les deux qui sont au-dessus du lot sur ce début de saison. Après, un cran en dessous, Faye a l'air intéressant, mais je vais quand même dire Terman Karim, qui progresse. Donc dire que son début de saison est satisfaisant, ce serait mentir, parce que quand même les 2 premiers matchs, on se demande qu'est-ce qu'on a fait là, avec c'est qui ce monsieur. Ok, c'est pour ça qu'il joue en 2e division belge, d'accord, on a compris. Mais ensuite, quand même, il y a des progrès, et c'est récompensé par une passe D au Havre. Et on sent un joueur qui met de l'impact, qui a envie, qui propose de la verticalité, même si encore parfois, comme ses camarades, c'est trop souvent du jeu vers l'arrière et quelques touches de balle. Mais tu l'as dit aussi tout à l'heure, Lucas, ça vient aussi peut-être du fait qu'à côté ça se démarque pas, ça propose pas de solution. Donc ouais, Faye un petit peu en dessous, et Karim, voilà, qui me satisfait. Je sais pas ce que vous pensez d'Herman. Ouais, je trouve que j'ai trouvé assez mobile là face au Havre. Il essaie vraiment de trouver des zones libres, ou même de redescendre plus bas pour amener un peu du surnombre au milieu de terrain et venir participer à la construction.
Donc voilà, ce rôle un petit peu hybride, j'ai bien aimé. Voilà, il doit progresser techniquement, comme tu dis, mais voilà, j'ai envie de le revoir. Maintenant, il faut qu'il soit aussi décisif parce qu'il est quand même un poste où donc là, il fait une passe D. Donc là, ça contredit un peu ce que je dis. Mais voilà. Et il gratte quand même le penalty contre Lille aussi. Et oui, Euh, oui, t'as raison, c'est lui. J'avais oublié ça. voilà. J'essaie d'effacer ce match de ma mémoire. Donc ça, c'est d'autres joueurs. Donc on n'aurait pas cité le nom qui pourrait rentrer dans cette catégorie de joueurs qui nous satisfont, pardon, sur le début de saison. Bon, après, compliqué à dire. Sans vouloir aller Du riche début en de disant saison. oui, mais Panos, il a fait un bon centre, tu vois, un truc où on se dit ouais, j'en vois pas là comme ça. Des joueurs par contre qui Non, vous non plus. déçoivent. Et alors, avant de vous proposer des noms, pour être déçu, il fallait en attendre quelque chose. Oui, D'accord. d'accord. Voilà le critère. Sinon, on va encore dire qu'on pense toujours aux mêmes, etc. Donc, au pluriel les mêmes. Des joueurs qui vous ont déçu. Tiens, Pierrot, cette fois-ci, tu commences. Bon, il y en a quelques-uns. Et du coup, j'ai mis le filtre. Est-ce que tu en attendais quelque chose? Bah, j'attends quelque chose de tout le monde, en vrai, quelque part. Hein. Oui. Je pense que. Allez, je vais mettre Soumano. Parce que je trouve. Il plante. En fait, le fait qu'il ait joué quelques fois titulaire, alors qu'en fait, c'est juste un très bon joker de fin de match et pas un titulaire, on l'a vu en Ligue 2. Fait que je suis un peu déçu. Après, je vais dire à Bergel quand même. Je trouve qu'il joue pas au niveau qu'il a pu montrer ces dernières années en Ligue 1. Même en Ligue 2, je trouve qu'il joue sur ce début de saison, il joue quand même un peu un cran en dessous. Alors je pense que c'est juste passager et que ça va revenir. Mais je pourrais même dire son acolyte du milieu de terrain. Je trouve qu'Avom et Bergel sont quand même un ton en dessous que l'année dernière. Alors après, on est en Ligue 1, on n'est plus en Ligue 2. Mais quand même, je trouve que la différence se voit quand même. Je suis d'accord. Et Avom a l'excuse de découvrir la Ligue 1. Donc il faut qu'il se remette, enfin même s'il a fait un bout de match, je crois, il y a 2 ans, un truc comme ça, mais voilà, découvrir la Ligue 1, il faut qu'il arrive à se mettre à ce niveau-là, etc. À Bergel, son match à Marseille, c'est à montrer dans aucune école de football. Le nombre de passes ratées à quelques mètres, ou alors des passes en profondeur, les ramasseurs de balles qu'il était il y a quelques temps au Vélodrome ont dû être contents. Enfin, là, j'ai en tête 3 passes en profondeur, où enfin, c'est n'importe quoi. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Assez déçu des bons de saison de Laurent Abergel. Et je mets Avom dans le même sac. Lucas? Enfin, dans un deuxième sac. Ouais, non, j'aurais mis aussi Abergel en 1, même si ça peut paraître un peu dur. Parce que voilà, je mets aussi un peu le système Attends, juste, système de excuse-moi de jeu. t'interrompre, Lucas. Tu dis c'est un peu dur. Attention. C'est le capitaine. C'est le leader. Alors on n'est pas, Laurent Berger n'est pas forcément le leader technique de cette équipe, mais ça va être le leader mental de cette équipe. Et t'attends de lui qu'il soit à un niveau qui tire les autres derrière lui, quoi. Et dans le jeu, tu vois, il faut les mecs se mettre aussi au diapason de leur capitaine. Enfin, je trouve pas qu'on est dur en disant que le début de saison d'Abergel n'est pas au niveau qu'on attend. Enfin, moi je rejoins. Non, bien sûr. Et il est pas gaze, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Ouais, juste en point, je trouve que le système de jeu ne met pas en valeur Avom et Abergel dans le sens où ils sont quasiment l'ensemble des matchs qu'on joue en infériorité numérique au milieu de terrain. Donc ils ont toujours face à eux un joueur de plus. Donc forcément, c'est très compliqué. Mais en même temps, c'est peut-être notre secteur de jeu où on a le plus de talent sur le plan intrinsèque. Donc finalement, on peut peut-être se permettre ça parce que on se dit que voilà leur duo qui est très bien formé, voilà, qui s'entendent bien, ils ont des automatismes, ils peuvent s'en sortir. Mais ouais, c'est vrai que ça les met pas en valeur, mais sur ce début de saison, ouais, on sent un Bergel un peu plus émoussé, et là notamment face au Havre, où finalement là c'était peut-être plus un test où là on peut retrouver le Abergel avec un collectif qui était on était moins dominé, etc. Voilà, techniquement, j'ai trouvé quelques pertes de balles qui auraient pu être vraiment très très dangereuses.
Et je l'ai pas vu briller à la passe, briller pour faire progresser le ballon. Donc là-dessus, un peu déçu. Sur Avom, je suis un peu moins d'accord, même si face au Havre, il m'a déçu. Mais sur l'ensemble depuis le début de saison, je le trouve quand même plutôt au niveau technique. Tu trouves qu'il est au niveau Ligue 1? Moi, j'ai une vraie question. En fait, Avom, c'est particulier, tu le vois jamais en match, normalement. Enfin, tu vois, c'est un joueur qui passe assez inaperçu. Il fait pas des actions, des coups d'éclat, et c'est plus un joueur que quand il est pas là, tu te rends compte, quoi. Mais est-ce qu'il est au niveau Ligue 1, là, pour toi? Bah, pour moi, sur les 11 joueurs, je le mets dans les joueurs qui ont plutôt le niveau Ligue 1. Oui, il est plutôt dans les locks aussi. Voilà, je le trouve un peu entre les deux. Donc, du coup, ta déception. Tu tournes autour du pot, Lucas, là, on veut les noms, nous. Oui, pardon. Donc, si je ne cite pas Bergel. aucun des deux, je dirais, c'est dur, Bamba, que j'avais commencé à en parler tout à l'heure. Voilà, j'ai commencé à détruire tout à l'heure. Non, je trouve techniquement, voilà, pas aussi intéressant que ce qu'on avait pu voir en Ligue 2 ou en Ligue 1. Voilà, où il savait conserver des ballons, porter sa puissance physique pour remonter des ballons ou les garder. Là, on ne le retrouve pas. Il n'est pas du tout en confiance, donc je pense que ça aide pas. Il va avoir besoin de temps pour finalement retrouver le serial buteur qu'il est. J'avais vu notamment sur Twitter, je ne sais plus qui, quelqu'un disait que notamment, ce qui était assez significatif, c'est que finalement, il était assez altruiste dans des zones de vérité depuis le début de saison, là où ça devrait être un tueur et il devrait peut-être plus tenter sa chance. C'était pas Pantaloni qui le disait d'ailleurs, directement? Bah, peut-être que ça a été repris et qu'un tweetos se l'est approprié. Mais en tout cas, voilà, je mettrais Bamba et pourtant, finalement, c'est un secteur où en début de saison, on se disait, on a Bamba, on a Soumano, on a quand même des bons attaquants pour performer en Ligue 1. Et là, pour l'instant, on ne le voit pas sur le début de saison. Ben moi, je vais vous soumettre le nom de Monta Talbi. Oui. Au Pierrot, on sent le... Oui. On sent que là, tu avais préparé tes armes. J'y pensais depuis tout à l'heure. Je fais, putain, il y en a un que j'ai pas sorti, qu'il faut que je le sorte. Mais je savais qu'il y en avait un de vous deux qui allait le sortir. Donc... Alors, Monta Talbi qui a déjà comment dire, l'excuse d'être entouré de Faye qui découvre la Ligue 1, je veux dire, découvre le haut niveau, bon, on n'exagérons pas, mais qui découvre la Ligue 1 et qui est jeune, et de Bamo Meïté, ou Formose Mendy, mais qui est parti, donc de Bamo Meïté qui a l'air d'être revenu, je sais pas, le même joueur qui est parti de Lorient, on va dire. Donc, parce que Meïté, s'il prend un rouge contre Marseille, il n'y a pas scandale. Contre le Havre. Et vous avez vu la vidéo quand a publié la Ligue, là où ils sont dans les vestiaires, ou Ligue 1+, je sais pas qui, ils sont dans les vestiaires à la mi-temps en train de discuter avec l'arbitre, et à Bergel, il dit à l'arbitre, ouais, il y va un peu fort, mais bon, il lui fait pas mal. Et l'arbitre dit, ouais, il y va un peu fort, je te confirme. En fait, il va même pas discuter pour ça, quoi. Bref, mais donc il a l'excuse d'être entouré de deux joueurs qui, bon... Mais il n'est pas rassurant du tout, quoi, Talbi. Il devrait être aussi un leader défensif. On prend... alors, j'ai plus le chiffre de combien de buts on a encaissé parce que je suis pas très bon en maths et il y a beaucoup trop. Il y a intérêt d'être bon en maths avec cette équipe. On a encaissé donc, excusez-moi, j'arrive. Si vous l'avez chez vous, vous êtes en train de m'insulter, c'est pas grave. 13 buts, donc évidemment, plus mauvaise défense à égalité avec Metz. Qui a une moins bonne attaque. Enfin bref, on est nuls tous les deux. 13 buts. C'est aussi parce que Talbi, leader défensif, est pas au niveau. Le but d'Auxerre, il est pour lui. Le but d'Auxerre, il est pour lui. Tu as 2-3 buts du LOSC qui sont pour lui, où il était complètement dépassé. Sur le but du Havre, il fait un peu n'importe quoi aussi. Alors, est-ce que c'est Vogo qui lui parle pas, lui qui entend pas, j'en sais rien, mais là, il y a du n'importe quoi. C'est pas le seul, mais il y a du n'importe quoi. Bon, sur le but du Havre, t'en as plusieurs. Oui, c'est pas le seul, c'est pas le seul. Mais bon, il mesure 2m50, il va avoir prendre des ballons aussi de la tête, quoi. Oui, puis c'est le leader de ta défense, c'est ça. Fait. Clairement, c'est ton joueur qui a le plus d'expérience. On repose quand même beaucoup d'espoir en lui, parce que on a pu voir quand même, on a vu du très 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 bon Talbi en Ligue 1. Hein. On a vu aussi beaucoup de moins bien quand même
l'année de la descente, même en début de saison dernière. Hein. Je Ouais. me rappelle les 10 premiers matchs de Talbi. Il a eu du mal à rentrer en Ligue 2 hein, dans le moule. Ah bah, c'était Enfin, j'espère plus qu'il. l'aigle de Carthage, c'était la merguez de Carthage, là, oui. Là, j'espère que ça va être la même. J'espère qu'il va être encore. J'espère qu'il va être encore mauvais 2-3 matchs et qu'après, ça y est, c'est réglé. Ouais, s'il pouvait être mauvais tout de suite. Il trouve son allure de croisière sur le reste de la saison. S'il pouvait arrêter de mauvais. J'espère pour nous et pour le club, mais parce que son début de saison, ouais, il est vraiment pas au niveau dans lequel où il est très loin du meilleur niveau dans lequel il a pu montrer. Ouais. Un peu comme à Bergel en fait. Moi, je pensais que Non, c'était quelque chose, Lucas. Non, plutôt d'accord, et même sur le but qu'on prend finalement, pour moi, alors j'hésite entre le but ou le penalty, c'est peut-être plus le penalty. Le penalty finalement qu'on ne prend pas. Non, alors je recommence. Ouais, n'hésite pas. Hein. Le but qui n'est pas accordé au Havre. Oui, oui. Pour moi, ça vient d'une tête qui est ratée, qui remet dans l'axe, Ouais. et qui ensuite amène ses coéquipiers à être en difficulté. Et pour moi, c'est un secteur où il est performant sur les autres saisons, et c'est là où on attend il doit être performant. Et le secteur, voilà, la gestion de la profondeur, et le secteur aérien, et ben on voit que voilà, toute la ligne défensive est en difficulté sur la coordination et sur l'efficacité derrière. Alors, Montassar Talbi va-t-il retrouver son niveau? Pierrot, tu te demandais quand est-ce que ça va se passer? Bah peut-être. Peut-être samedi soir à 17h, donc samedi après-midi, contre l'AS Monaco. Monaco, leader du championnat. En fait, j'allais vous demander votre 11 pour jouer contre ça. Sachez, ça va être compliqué, hein, j'ai bien conscience, parce qu'il y a tellement de changements. Mais en tout cas, tout le monde est dispo, sauf Panos, toujours blessé. Isaac Touré, toujours nul. Et Sanoussi, donc la pépite de Newcastle, j'ai perdu Lucas sur la réflexion, pardon. La pépite de Newcastle qui est actuellement en béquille. On espère pour nous qui reviendra. Donc, a priori, d'ici décembre. Ouais, à la trêve, quoi. Trêve hivernale. Oui, voilà, c'est ça. Donc, effectif complet. Le 11, on peut déjà imaginer la ligne de derrière, ça devrait pas bouger. Hein. Kwasi, alors ça devrait pas bouger. Non, je dis déjà n'importe quoi. Kwasi à gauche, Faye, Talbi, Meite, et à droite, du coup, ça va être Vuka ou Lebris, visiblement. Ouais. Donc là, il y a le premier doute. Bah, je pense que Lebris a plus de certitude défensive qu'Mvuka. La question se pose, est-ce que Pagis réapparaît? Donc Pagis qui avait été blessé, qui était dans le groupe, mais qui n'est pas rentré contre le Havre. Est-ce que tu dois faire jouer Pagis quand même là en Ligue 1? Non? Ouais. Est-ce qu'il va lui redonner sa chance? Enfin, redonner sa chance, non. Plutôt, non, mais je veux dire, physiquement, il n'est pas rentré face au Havre. Ouais. Est-ce qu'il va être titulaire d'entrée face à Monaco? Est-ce qu'il ne serait pas plus incisif en sortie de banc? Je ne sais pas. Parce que ça va quand même être un duel physique face à Monaco sur 90 minutes. Et Derman est plutôt intéressant, parce que ce sera ce poste-là. Hein. C'est ça. Donc, je vois plutôt un compo similaire face au Havre, et peut-être la rentrée de Pagis assez tôt dans le match. Ouais. Bamba ou Soumano en pointe, Pierrot? Je pense qu'il change. Je pense qu'il garde la même compo en vrai. Ouais. Je pense peut-être qu'il remplace Lebris par Igor Silva. Il peut jouer ce rôle-là de piston, Igor Silva? Bah, c'est en qualité de piston qu'on a été le chercher en Croatie de base. Donc, c'est vrai qu'il sort de là-bas, lui. Donc, ça me choquerait pas de le voir sur l'aile droite pour bétonner un peu derrière, tu vois. Je pense qu'il a peut-être un peu plus de qualité défensive que Lebris. Puis le match fantomatique de Lebris où tu joues clairement pas loin de jouer à 10, en fait, finalement. Oh, t'es dur, faut pas exagérer. Non, je suis pas dur. Non, mais je suis pas dur. Quand tu dis. Pas dur. Il était invisible. Oui, mais si tu dis que t'es pas loin de jouer à 10, ça veut dire que dans son couloir ça passe, y a pas. On a joué à 10. Ah, t'es dur. Il a pas passé un joueur défensivement sur le but, c'est un plot.
Je pense que s'il fait, je pense que s'il fait l'effort, ne serait-ce de garder son joueur au marquage, joueur qui marque d'ailleurs, je pense que s'il fait l'effort de continuer à le harceler dans les duels, on prend pas le but. Voilà. T'es dur, parce que... Attends, il mesure combien, Théo Lebrise? Tu vas pas lui demander... Il mesure, j'ai regardé, il mesure seulement 12 cm de moins que le buteur. 12 cm, putain, t'as 12 cm, c'est énorme. Mais c'est pas énorme. Hors contexte, c'est chelou. Mais, non, mais ce que je veux dire, tu vas pas demander à Lebris. Franchement, tu revois le but. Alors oui, c'est vrai qu'il est en spectateur. Non, t'as raison. Allez, je te rejoins un petit peu. Il est en spectateur sur le but. Mais ça donne la sensation que c'est une défense de zone sur le corner déjà. Donc lui est dans sa zone. Je m'aventure en terrain un peu inconnu. Mais il laisse le mec tout seul. C'est lui qui est au marquage. Mais du coup, ça veut peut-être dire que c'est une défense de zone sur le corner. Et les Guignols qui font des passes au-dessus avec Talbi et Vogo qui se regardent, qui se parlent pas, et la sortie de Vogo, quoi, c'est bon, quoi. Il y a quand même, sur une tête à 1 mètre du but, Vogo plonge dans la lucarne gauche, la main à hauteur de son épaule, donc je sais pas exactement ce qu'il a fait, la balle va dans la lucarne droite. Alors après, oui, il a fait une belle sortie aérienne. À un moment, il est sorti à hauteur de son point de penalty. Alors, bon, ça a dû faire bizarre. Il était jamais allé aussi loin dans sa carrière. Mais. Non, mais. Bon, franchement, Vogo, je veux pas avoir un. Souvenez-vous. Non, mais... Souvenez-vous, il y a 2 ans. À cette hauteur-là, en septembre, il y a 2 ans, je commençais à critiquer assez fortement Isaac Souré et ça me tombait dessus en disant ouais, non, mais machin truc. Bon. Vogo, ses 2 premiers... Bon, alors il vient de revenir, tout ce que tu veux. Moi, je suis pas rassuré par ses premiers matchs. Bon, voilà. Et sur le but... Pour revenir à Lebris, je suis désolé, il fait un match fantomatique. On joue à 10, c'est pareil. Donc, moi, je serais pas choqué et j'aimerais bien voir quelqu'un, peu importe qui, en fait, j'aimerais bien voir quelqu'un d'autre à sa place. Eh ben, on verra ça. Côté Monaco, qu'est-ce que... J'allais dire... si on prend leur dernière compo là contre Metz, pardon, il y a quand même du talent à tous les postes, Lucas. Ouais, c'est ça. Après, donc, j'ai pas pu voir le match parce que du coup, c'était en même temps que le fameux Le Havre-Lorient. Mais de ce que j'ai entendu, finalement, certes, c'est un score, on va dire, fleuve. Il y a 5-2. Mais Monaco, c'est apparemment pas forcément vraiment rassuré, en tout cas dans le jeu. Parce que finalement, c'est assez bien payé. Ils étaient à 0-1 et 2-2 après, hein, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis vraiment, Metz existait dans ce match. Défensivement, Monaco n'était pas très rassurant. Ils se sont pris aussi une volée, ce qu'elle veut dire, face à Bruges cette semaine. Je crois que c'est 4-0 là-bas. Enfin, c'est assez vraiment honteux comme. Mais bon, ça, on n'est pas là pour parler de Monaco. 4-1. Mais ouais, 4-1. Bon. Mais en tout cas, voilà, c'est un Monaco qui se cherche encore, et malgré qu'il soit premier de Ligue 1, pour moi, c'est une équipe qui n'est pas finie et qui peut totalement passer à côté. Ça fait partie des équipes justement comme Nice, qui peuvent d'un match à l'autre gagner 5-0, comme en prendre 3 face à une petite équipe de Ligue 1. Donc, voilà. Ils ont pris des buts par toutes les équipes contre qui ils ont joué cette saison. Et Ouais, ils ont joué Auxerre, ils ont joué Le Havre, ils ont joué Metz, qui en a mis 2 du coup. Ils ont joué Le Havre, Lille, Strasbourg et Auxerre. Donc, il y a quand même des failles défensives chez eux qu'on peut exploiter. Maintenant, offensivement, ils ont tellement d'individualité et de qualité que si t'es pas concentré dès le début de ton match ou dès le début de la deuxième mi-temps, comme tous les matchs qu'on fait depuis le début de saison, ils ont ressuscité en dessous Fati, donc voilà quand même, quoi. Après, c'est vrai que Metz explose dans les 10 dernières minutes. Il y a peut-être aussi le côté physique qui rentre. Bon, comme personne n'a vu de ce match-là, on va pas s'étendre là-dessus. Un petit prono pour ce Monaco FC Lorient au Moustoir samedi à 17h. Défaite 3-2. On espère que vous n'écoutiez pas. C'était froid. Lucas, le tueur. Pierrot.
Je vais dire que souvent, les Lorient-Monaco, il y a souvent des buts. Ça se termine souvent dans des cartons, dans des 2-2, tout ça. Et je vais dire 2-2. 2-2. C'est compliqué parce que on reste sur du 2-2, c'est vrai. Il y a eu un 2-2 en 2023, un 2-2 en 2023. On les a joués deux fois. Ah oui, en septembre et en janvier 2023. Je vois pas comment l'équipe qui a fait nul au Havre peut rapporter un point dans ce match-là. Je vois pas comment c'est Le possible. miracle. Ouais, mais bon, si tu bases ta carrière de pronostiqueur sur des miracles, tu vas pas faire fortune, quoi. Donc je vois pas comment Lorient peut faire quelque chose contre ce Monaco-là. Donc je vois pas mieux que une défaite. Je vois pas. Ouais, franchement. J'espère qu'on va gagner, mais 3-2, ouais, oui. Ou 3-1, quoi. Oui. Donc espérons mieux. Par contre, après, donc il y a le déplacement à Paris, donc contre le PFC, ça va être ce bloc de 2 matchs avant la trêve. PFC où là, bon, après PFC, on sait toujours pas trop dans quel championnat ils sont aussi, eux, donc ça va être compliqué. Mais ce bloc de 2 matchs, en fait, je regardais le calendrier là. C'était bien l'an dernier le calendrier. Tu disais tiens là on fait Pau, après on fait machin, on fait truc. Là c'est donc Monaco PFC et derrière le derby. Brest-Angers avant d'aller à Paris, de recevoir le PSG. J'ai envie de dire, si tu prends un point sur Lorient, sur Monaco et PFC, c'est déjà pas mal, quoi. Non? Vous êtes d'accord avec ça? Ou on peut espérer? Oui. Un point sur Oui. l'ensemble des. Ouais. Avant de jouer Brest et Angers, où là, tu dois faire 6 points, quoi. Enfin, tu dois avoir l'objectif de faire 6 points. Ouais. Après, le Paris FC n'est pas une équipe prenable en début de saison, malgré leur mercato. Ouais, mais ils ont Pitou qu'on Hamel. jugeait. Comment? Ils ont Pitou Hamel quand même, quoi. Ah, ils ont Pitou Hamel, mais on peut espérer qu'il soit pas là, ou qu'il ait un peu de. Voilà, qu'il pense à son ancien club. Mais tu vois, Non, tu perds contre Monaco, tu fais nul à Paris. Bon. Oui, ça reste correct, parce que finalement, c'est des matchs à l'extérieur face à des équipes de ton championnat où tu prends des points. Maintenant, après, Paris, ils ont été battre à Brest chez eux. Ouais. Ils étaient dans une mauvaise situation contre Metz à domicile. Ils ont réussi à retourner le match et à le gagner. Tu vois, ils ont déjà gagné des matchs de notre championnat. Contre Strasbourg, ils reviennent quand même plutôt pas mal. Et Strasbourg qui est en tête. C'est une équipe où tu peux pas trop dire ce qu'elle vaut, mais tu regardes face aux équipes de notre championnat, ils ont quand même gagné leur match. Donc, ouais. En fait, Kéba, les joueurs du mois en plus. Au-delà d'un résultat sur ces 2 matchs-là, enfin surtout Monaco et ensuite, oui, sur les 2 matchs. Alors bien sûr, ça va pas empêcher de vriller quand Monaco va marquer à la 3e minute sur un penalty parce que carton rouge de quelqu'un d'autre que Théo Lebrise à gauche qui aura fait de la merde. Bon, ok. Mais déjà, si on pouvait sortir de ce match-là avec déjà un tout petit peu plus de certitude, ce serait pas mal. Tu vois? La sensation de ne pas être passé complètement à côté du match, d'avoir su leur poser des problèmes, tu vois? Commencer à gagner en certitude parce que mine de rien, le championnat avance, quoi. Donc si on pouvait gagner quelques certitudes et consolider ça à Paris en revenant avec, pourquoi pas, une victoire ou un nul, ce serait très positif, tu vois? Pour ça que la victoire contre Monaco, j'en fais pas un truc, ce serait très bien. Si on peut, il faut la gagner évidemment. J'en fais pas un mantra, mais voilà, commencer à avoir des certitudes à construire. Pantaloni, il a quand même beaucoup gueulé et tout, mais il y a un moment, bon, désolé mec, mais t'as les équipes, parce que la com de Pantaloni, oui, mais on n'a pas les joueurs. On a compris. Maintenant, tu fais avec ce que t'as aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un des collectifs qui doit se dégager Ouais, c'est ça. qui doit se dégager. Et puis, j'ai encore du mal à avoir le discours en mode. Certes, il y aura 2 championnats de vitesse, droit TV, etc. On en a parlé. Mais on doit quand même être capable d'exister sur une certaine partie des matchs. Il y a énormément de différences aussi dans d'autres championnats depuis des années. Peut-être pas aussi extrêmes.
Et les équipes arrivent à exister. Donc voilà, je pense qu'on peut, sur au moins certains matchs, montrer qu'on a un collectif. Ouais, c'est ça, montrer que tu es collectif. Après, t'es pas à l'abri de marquer sur une de tes rares occasions contre Monaco et derrière, tu es à domicile, le public sera derrière toi. Tu vois, tout peut se passer, quoi. Mais voilà, essayer d'avoir quelques certitudes et puis qu'on voit un groupe de, allez, 14-15 joueurs, quoi. 14-15 joueurs, tu sais qui va s'appuyer sur ces mecs-là et avoir un peu ras-le-bol dans les épisodes de dire, en fait, voilà, ça va être ce 11-là, puis il y aura ces 3 changements-là à la 60e, tu vois. Mais au moins, ce serait. Nous, ça nous ferait chier en tant qu'observateurs, mais en fait, c'est ce qu'on attend, quoi. D'avoir. Et je pense que c'est ce que Pantaloni aussi attend, évidemment. Ouais, je suis d'accord. C'est beau quand on est raisonnable. Donc voilà, écoutez, on a fait un peu le tour de ce qui se passait. Pierrot, on a des questions. J'ai oublié de poser des questions sur Instagram. Excusez-nous si vous nous suivez sur Instagram. Donc j'ai posé des questions. Il y a des petits avis, des petites questions. J'ai commencé par des avis de Vico pour commencer. Ça fait depuis l'ère PLC que nous sommes mauvais de la tête défensivement. On manque d'un piston droit, poste principalement recherché durant le mercato. Mvoko n'a pas progressé sur ses faiblesses depuis son arrivée sous le Brice. Nos cadres ont beaucoup de mal. Autre avis de Franck Bureau, je retiens que la seule fois où le FC Lorient a gagné, c'est à 11 contre 9. Pour le reste, je crois que les résultats parlent d'eux-mêmes. Autre avis de Sedmad, peut-on questionner le système de jeu de Olivier Pantaloni au vu des joueurs disponibles? Hier, la première mi-temps n'était pas si mauvaise, la deuxième très faible techniquement et sans idée. Première, et on passe côté question de Juste Sam sur Lebris. ce que dit, là il posait à moitié une question, tu sais, sur est-ce qu'on peut questionner le système. Oui, on l'aime pas. Oui, on peut toujours questionner le système et la défense à 5. Vous connaissez tous notre avis Mais il là-dessus. changera pas tout de suite. Mais surtout, est-ce qu'il a les joueurs pour faire ça? Parce que tu mets qui en latéral gauche? Bah, tu mets quand même Kwasi, tu bricoles. Oui, parce que en fait la question se posait surtout. Ouais, mais c'est beaucoup de bricolage, quoi. Oui, Kwasi a l'air quand même de. Bon, après il y a un gap entre Ligue 2 et Ligue 1 à ce poste-là, mais. Ouais. Question de Sam Lebris, à date, avons-nous connu un collectif du FC Lorient aussi faible en Ligue 1? Bah oui. Oui. Oui, et puis faut pas remonter Après, loin, quoi. Faut pas se leurrer, hein. Dans l'effectif, il y a quand même 50% des joueurs qui ont fait la descente il y a 2 ans. Oui. Alors certes, ils nous ont fait remonter, mais ça reste quand même une équipe qui est quand même... La plupart des joueurs de l'équipe sont quand même descendus il y a 2 ans. Et le reste de l'effectif est complété par quand même des jeunes. Je pense à Derman Karim, Pagis, Avomebong, Faïs, quand même des joueurs hyper jeunes. Donc oui, qualitativement, je pense que c'est, je peux dire, le pire effectif qu'on a eu, mais ouais, pas loin, quoi. Faut oser, quoi. Tu peux pas faire une conclusion comme ça au bout de 5 matchs. Ouais, c'est ça. Là, c'est une analyse que tu peux faire aller à 10 matchs de la fin. Même un peu avant, on la fera s'il y a besoin. Mais... Ouais, je pense que je peux la faire avant quand même, sur le papier. Ouais, oui, mais... Et puis en plus, on est dans l'année du centenaire. Il faut doser aussi. La pire équipe de l'histoire du FC Lorient, les mecs, penchez-vous sur l'histoire. Il y a eu des sacs. Alors, évidemment, on les a pas vus jouer et c'est difficile de comparer les époques et ça n'a pas de sens. Mais alors moi, je pense que si tu regardes sur les 15 dernières... Tu regardes sur les 15 dernières années... Ouais, ou depuis 2000, quoi. Enfin, depuis 98, la montée en D1. Sur toutes les saisons en Ligue 1, je pense que qualitativement, pour moi, c'est l'équipe la plus faible. Après, ça veut pas dire celle-là ou celle d'il y a 2 ans? Bah, celle-là. Ah, tu trouves qu'elle est plus faible que celle d'il y a 2 ans, toi? Ah, bah, carrément. Mais celle d'il y a 2 ans, il n'y avait rien. Bah, il n'y a pas grand-chose de plus aujourd'hui. Si tu veux. Ouais, encore que, on pourra en débattre, mais il y a 2 ans, il n'y avait rien. Bah là, qu'est-ce que t'as de plus? T'as vu la saison que t'as fait il y a 2 ans? Là, moi, je dis que c'est trop tôt pour se prononcer sur cette équipe-là. Ouais, moi, je me prononce direct. J'ai pas... Mais là t'as Avom qui fait une très bonne saison, Faye qui découvre la Ligue 1, qui se met au niveau. Tu mets Kouassi qui a l'air de se mettre au niveau. Tu mets des mecs
qui percute. T'es pas à l'abri d'avoir une équipe qui se maintient et qui fait une saison. Au final, tu juges aussi sur les résultats. Oui, mais Cette équipe se maintient, elle est automatiquement au-dessus de celle d'il y a 2 ans, rien que pour ça, tu vois. Ouais, c'est ça. oui, c'est en termes de résultats, mais moi je te parle en termes de qualité Ah, c'est intrinsèque. trop tôt Pour moi, encore. C'est trop tôt. Non, pour moi, elle est inférieure à celle d'il y a 2 ans. Clairement. Tu sais quoi, on refera ce débat peut-être dans une dizaine de matchs. Pourquoi pas? On aura à mi-parcours de la saison, ça pourrait être intéressant. Dites-nous dans les commentaires. Oh, le putaclic ici. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ce débat. Ça crée du engagement. Autre question de Nemetinho. Mettre Yongo en ailier est-il possible et viable à long terme en gardant Kouassi derrière? Pour moi, si tu restes dans ce système-là, non. De toute façon, tu peux pas le mettre. Et puis si tu passes en 4-4-2, tu mets pas Gis. Après, en vrai, si tu passes sur un système où t'as 2 vrais ailiers, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ah ouais? Bah ouais, parce que autant défensivement, c'est pas un foudre de guerre, autant offensivement l'année dernière, il a quand même apporté pas mal. Hein. Ouais. Lucas? Ouais, non, je suis d'accord avec ce que dit Pierrot. Là, dans le système-là, en fait, ça lui demanderait d'être un peu dans un poste polyvalent entre ailier et faux neuf. Il y aurait souvent le jeu. Voilà. Enfin, voilà, il faudrait qu'il change totalement, finalement, en termes de position, de positionnement par rapport au poste où il évolue tout le temps, où il a le jeu face à lui. Là, il aurait vraiment le jeu de dos à lui. Donc, je pense que ce serait assez compliqué en termes d'adaptation. Et puis, Là où sur un poste d'ailier, il est vraiment un peu plus collé à la ligne. Et je pense qu'il aurait plus de repères dans ce poste-là. mais en plus, Plutôt qu'un poste un peu plus excentré. dans un milieu à 4 où t'as du monde quand même à mettre à ce poste-là avant Yongwa, quoi. Donc, Ça dépend si tu veux Derman, pas par juste exemple. Ouais, mais après, entre Derman et un Yongwa au top de sa forme, je sais pas. Hein. Mais oui, c'est vrai que. Mais on repart sur du bricolage, quoi. Ouais, c'est ça. Et dernière question de Tombiche. Pour quelle raison pensez-vous que nous manquons cruellement d'intensité, mal habitués à dominer en juin à petit rythme en Ligue 2? C'est une bonne question, ça. Pourquoi on manque d'intensité? On manque d'intensité, déjà. On manque de qualité technique. Mais est-ce qu'on manque d'intensité? On n'a pas trop parlé de la qualité technique, mais ou on en a parlé un peu en creux, mais on manque de qualité technique, je trouve. Mais déjà, c'est un peu lié. Hein. Tu peux pas jouer à haute intensité si ta qualité technique est discutable. Parce que finalement, il faut enchaîner faut enchaîner les contrôles, les passes, le lien entre les joueurs de façon beaucoup plus rapide. Et donc, finalement, ça demande une concentration, une qualité supérieure. Pour moi, c'est un peu lié. Après, c'est un peu, je pense aussi une volonté du coach de jouer de cette façon-là. Il n'a peut-être pas les profils techniques, profils physiques pour répondre à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je réfléchissais là pendant que tu parlais. C'est vrai que le match de Rennes, il y a une séquence qui a été marquante. C'est quand tu es si en première mi-temps, quand tu es à 2 joueurs en plus et que tu as Bergel qui est en train de râler sur. Je crois que c'est Soumano qui était titulaire devant. Soumano et Tozin, j'imagine, du coup, qui leur râle en disant va presser, tu vois. Enfin, c'est ce que j'imagine qu'il dit. Et en gros, il leur fait les gestes allez presser, quoi. Et ça peut traduire un manque d'intensité. Mais sur les autres matchs, c'est tellement la pauvreté technique qui m'a sauté aux yeux que j'ai pas trop réfléchi sur l'intensité. Mais oui, ça peut être lié aussi. Je sais pas, Pierrot, t'en penses quoi, toi? Je suis tout à fait d'accord. Parce que je pense pas que ce soit un manque d'envie. Enfin, le fameux Non, manque je pense d'envie. que je pense qu'il faut déjà régler, comme tu dis, la qualité des. Enfin, il faut que techniquement on se mette au niveau avant de pouvoir mettre de l'intensité, parce que finalement ça va de pair. Donc voilà, je pense chaque chose en son temps, et puis on va voir comment ça évolue. Après, à 2 jours ou 3, à quelques heures de la fin du mercato, tu as des joueurs qui te disent, qui nous disent, il manque 3-4 joueurs de qualité.
Donc elle est là aussi, hein, la réalité. Et sur le mercato, tu as juste signé Sanoussi, qui est un joueur hyper technique, mais qui arrive Ils blessé. sont pas Donc, dispo avant janvier, grosso modo. voilà, donc t'as pas résolu ton Ça problème. parle de 2-3 mois, donc clairement décembre, vu la réathlétisation, janvier, quoi. Tiens, ça me fait penser. Il est passé où, Noah Kadiou, là? Pourquoi il a pas joué contre. Parce que je pensais qu'on est. Enfin bref, on s'en fout. Il est passé où? Pourquoi il a pas joué? Bah, c'est vrai qu'il est sorti très tôt face à Marseille. Ouais. Il a payé un peu les pots cassés, entre C'est guillemets. ça. C'est assez dur pour lui parce que pour moi, c'était son premier match titulaire. Il est titulaire au Vélodrome, donc c'était c'est pas violent, vraiment un cadeau. Mais au final, il fait 13 minutes au Vélodrome, je crois, et il sort. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de grande importance à donner à ça. Je pense que c'était aussi le milieu avec le moins d'expérience en Ligue 1. Ouais, mais il rentre pas contre Le Havre alors que c'est un mec qui apporte une certaine solidité. Et t'as Makengo qui est préféré? Bah, peut-être que Makengo a un profil un peu plus... alors même si c'est un milieu de terrain un peu plus offensif qu'un Kadiou pour peut-être faire la différence en fin de match, je sais pas. Peut-être qu'il voulait aussi... Il teste et il voulait privilégier l'expérience du joueur, je pense. Ouais, peut-être. D'ailleurs, je suis en train de vérifier s'il était rentré... Enfin, qui était rentré contre Le Havre, j'avais un petit doute. Seulement 3 changements faits par Pantaloni. Quand sur le banc, tu as Igor Silva, dans ce match-là, il n'y a pas trop de raison de le faire rentrer, sauf à tester en remplacement de Lebrise, le meilleur ami de Firo. Noah Kadiou, Pablo Pagis, donc ils ne sont pas rentrés, et Bamba Dieng. Bon, après, Pantalone avait dit que Bamba Dieng n'était pas forcément prêt physiquement. Bon, mais bon, il est dans le groupe, donc c'était dans le groupe, c'est que tu es prêt physiquement, bref. Est-ce que ça aurait pas été l'occasion de le revoir aussi, Bamba Dieng? S'il met son but annuel sur ce match-là, franchement, c'est bénef, quoi. Pourquoi pas? Moi, j'ai vu faire un très bon match avec la réserve contre le Minet il y a 15 jours. Il termine buteur, d'ailleurs. Bah, on espère qu'il soit buteur contre Locminé. No offense au Locminois, mais bon, quand même, quoi. Donc, peut-être sera la surprise du chef contre Monaco. Ce sera donc samedi 17h au Moustoir. Tu y seras, Pierrot? Oui. Lucas? C'est encore en discussion, mais sûrement. Magnifique. Et ben moi, je regarderai ça depuis mon canapé. Merci, les gars. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la taverne, abonnez-vous tout de suite. Laissez un petit commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Posez vos questions, on y répondra avec plaisir. Et puis, on se retrouve très très vite, probablement après le match du PFC. Ce sera la trêve. On fera ça pendant la semaine de trêve, histoire de s'occuper. Et ensuite, on ira tranquillement vers le derby. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Allez, à bientôt et bon match. Salut. Ciao. Bye bye. Allez, on revient à l'ordre. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, je ne suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du Moustoir. Cheville, Darcheville, Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benamala. Un dégât. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le Football Club de Lorient, van Welsen. Avec deux Lorientais absolument seuls. Attention à Brielle. Et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Machidoiris. Le voilà, le ballon derrière de Machidoiris face à Tchernich qui va retrouver le 3e but des Lorientais. Arnold de Wemba qui permet à Lorient. Le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça.
Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne. On s'était quitté après, en plein Fairy Time. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en plein Fairy Time après une défaite stratosphérique face à Lille. Au Moustoir, défaite 7-1. Il y a eu la trêve entre-temps, ce qui explique qu'on ne soit pas vu. La trêve qui a permis aussi de faire des ajustements tactiques, de remettre les esprits à l'endroit, de se rassurer. Et après 10 minutes de jeu, le FC Lorient s'est retrouvé à 10. Et après une nouvelle valise à Marseille avant d'aller faire match nul au Havre. Voilà le sujet de cet épisode. On va parler de 2 derniers matchs avec Lucas. Salut Lucas. Salut les gars. Est-ce que tu es plein d'optimisme pour cet épisode, plus que pour le FC Lorient? Ouais, je suis plus d'optimiste pour cet épisode parce on a des belles choses à dire que pour la série à venir du FC Lorient. Et puis, il était parti pour faire un grand chelem des déplacements cette saison. Ça s'est arrêté très tôt et finalement, c'est peut-être mieux. Salut Pierrot. Salut. Il me semble que tu avais annoncé vouloir faire le grand chelem, non? De faire le maximum possible, ouais. Bah, après, je serai quand même là dans 15 jours à Paris, donc on espère une victoire, contrairement aux 2 derniers matchs. Et oui, parce que la suite, là, il va y avoir 2 matchs avant une nouvelle trêve. On jouera donc à Monaco, contre Samedi. Monaco, pardon, samedi soir, ouais, samedi après-midi. Et puis déplacement au Paris FC le 3 octobre, donc un vendredi à 20h45, l'affiche du week-end probablement, avant une nouvelle trêve. Donc là, cette série de 2 matchs, justement, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bon, j'ai un peu spoilé le début du match, Pierrot. Marseille, on arrive... voilà, on se dit après la trêve, le 7-1 à Lille, ça a permis peut-être à tout le monde de se dire ok, on est en Ligue 1, on peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Et est-ce qu'on peut dire que le match s'est arrêté à la 10e minute? Ça aurait été mieux qu'il s'arrête à la 10e minute. Ça nous aurait évité de passer 80 minutes très difficiles derrière. Parce que non seulement tu prends un rouge et puis penalty, ça fait but, et puis derrière, qu'est-ce que tu veux remonter à l'extérieur, d'autant plus au Vélodrome, essayer d'aller chercher un résultat à 10 contre 11, même si il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas allées dans le match, hormis ce penalty. Sur cette faute de Yongwa, Lucas, évidemment, on ne peut pas résumer ce match au carton rouge. On aura l'occasion de continuer à en discuter. Mais sur cette faute de Yongwa, qu'est-ce qui peut lui passer par la tête? Il est donc débordé, il est en retard. Il vient complètement ceinturer son défenseur et il sait très bien que ça va faire rouge. Ouais, c'est ça. Ça m'a beaucoup étonné pour un joueur qui commence à accumuler de l'expérience en professionnel ou même en Ligue 1. Là, dès la 10e minute, il met vraiment tout le collectif en grande difficulté. D'autant plus que l'action était plutôt excentrée. Là, c'est vraiment un mauvais réflexe, hein. Pour moi, c'est des trucs qui se gomment quand le joueur évolue, quand le joueur progresse, qu'il accumule les matchs en pro. Et là, on voit ça, et il y a eu une déclaration assez piquante dans la presse. Il me semble, j'ai plus la phrase exacte de Pantaloni, mais c'était inadmissible de voir ça à ce niveau-là. Ça, je suis plutôt d'accord, même si dans la presse, je trouvais ça un peu cru à entendre. Donc ouais, totalement, il bouscule tous les plans, et derrière, finalement, tout ce qui était préparé sur le plan offensif, défensif, tout est remis en cause et on ne peut plus exister dans ce match. Tiens, je reviens sur ce que tu viens de dire là. Je voulais qu'on en parle un peu plus tard. Tu dis la sortie de Pantaloni dans la presse, tu la trouves un peu violente pour le joueur, j'imagine. Pierrot, tu es d'accord avec toi, sur la façon dont Pantaloni s'est exprimé sur le sujet? Moi, ça me choque pas spécialement, en fait. Bon, c'est rude, mais ça joue, quoi. En vrai, oui, ça peut surprendre, mais je pense que dans un vestiaire de foot, hors caméra, hors micro, je pense que ça parle un peu cru comme ça, et je pense que c'est peut-être une phrase qui aurait peut-être dû rester dans le vestiaire plutôt qu'en conf de presse, mais voilà, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de mettre les joueurs face à leurs responsabilités, quoi? Parce que là, on peut imaginer qu'après la branlée contre Lille, il y a déjà dû y avoir une petite remise dans l'axe assez intéressante, parce que on a vu alors qui peut être aussi la faute de Pantaloni, attention, hein, j'imagine. On peut Ouais, j'ai envie de dire que Pantaloni
légère part de responsabilité parce que tu fais jouer Kwasi titulaire tout le temps. Et bim, sur ce match, tu mets Yongwa qui ne jouait pas titulaire, qui a pas de repère, et ça, tu le payes cash tout de suite. Donc, Ah, mais dans ce cas-là, c'est peut-être même pas Pantaloni. Alors, c'est parce que Yongwa jouait pas parce qu'il fallait le vendre. Il fallait pas qu'il se blesse. Donc, c'est au-dessus, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc tu prends la valise contre Lille, là, et du coup, tu as 10 jours ou un peu plus pour voilà, remettre tout le monde dans l'ordre, repartir sur un plan de travail, et tu mets tout à la poubelle au bout de 10 minutes, quoi. ouais, tu remets tout à la poubelle. Après, forcément, c'est une erreur individuelle qui est payée cash. Après, j'ai pas eu l'impression que sur ces 10 jours, il y a eu quand même du travail. Je pense qu'on pourra en reparler après, mais dans ce match-là, tu prends 2 buts sur coup de pied arrêté. Ouais. T'en prends un au Havre, t'en prends un ou deux encore contre Lille. Enfin, tu vois, on est la pire équipe dans les duels aériens. Beaucoup de choses. Donc, et sur corner, tu peux pas me parler de supériorité, d'infériorité. Les mecs, on était à égalité dans la surface. Les mecs arrivent à faire la différence. Donc, il y a pas ce souci-là pour moi. C'est juste que je pense que contre ces équipes-là, on a tout simplement pas le niveau, en fait. Ouais, voilà, parce qu'il y a ça aussi, Lucas, c'est que on reparlera de la première mi-temps là, mais c'est aussi Marseille, ça reste comme une équipe. On joue pas dans la même cour. On les a vus contre le Madrid, et on les a vus aussi encore cette semaine contre Paris. Ah oui, ça totalement, ça on est plutôt d'accord là-dessus. Après, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que en fait, le fait d'être en infériorité numérique, ça s'est vu dès les premières minutes. Là où pour moi, si tu as quand même une structure qui peut être cohérente et un collectif bien huilé, et ben en fait, physiquement, tu vas craquer dans le match, et ça, dans les sorties offensives, notamment que tu vas pas pouvoir refaire, bah, tu vas t'épuiser à défendre devant ta surface. Mais on va aller sur 20, 30, 40 minutes après le rouge, euh, j'ai quand même l'habitude de voir souvent des équipes qui arrivent à tenir, qui arrivent à faire bloc et gêner, notamment. Il y a beaucoup de blocs bas qui arrivent à Marseille et qui arrivent à faire des résultats. Donc moi, j'aurais aimé voir cette attitude-là sur les 30 minutes après ce rouge-là. Et c'est pas ce que j'ai vu. C'est là où on a pris le plus de buts, d'ailleurs. Et en seconde mi-temps, Marseille a peut-être un peu levé le pied. Donc ça m'a un peu déçu. Et ça a montré qu'il restait énormément de travail, que la trêve, bien qu'on ait dû travailler certaines choses, améliorer certaines choses, bah, finalement, comme tu dis, ouais, il y a un écart de niveau qui est très dur à gérer, que ce soit en termes de qualité d'effectif, mais aussi en termes de qualité de jeu. Donc ça, malheureusement, voilà, c'est pas notre championnat, mais on doit quand même mieux exister parce qu'il faudra prendre des points face à ces grosses équipes, sinon, voilà, on ne peut pas exister en Ligue 1. Ouais, donc 3-0 à la mi-temps. Pierrot, je voyais que tu hochais la tête quand quand Lucas disait que Marseille avait arrêté de jouer en seconde. J'allais dire que la deuxième mi-temps était plus intéressante. On a vu plus de phases de possession, plus de phases de construction. Tu penses que c'est aussi puisque Marseille a levé le pied? Bah oui, clairement, ils ont le match plié à 3-0 à la mi-temps. Ils savent que dans la semaine, ils vont jouer le Real et le PSG. Inconsciemment, tu lèves le pied, tu sais qu'en face, sur les 45 premières minutes, on n'a pas tiré une seule fois. Donc ils savent qu'en deuxième mi-temps, ils vont être relativement tranquilles. Moi j'ai eu l'impression qu'ils étaient à l'entraînement en train de préparer les schémas de passe, tout ça, et qu'on a juste été clairement spectateurs en fait. Et donc 4-0, 3-0 à la mi-temps, 4-0 à la 93e. Pas grande leçon à retirer de ce match. À la limite, si on avait maintenu une sorte de clean sheet en deuxième mi-temps, oui, on en est là. Si on avait fait une clean sheet en deuxième mi-temps, on aurait pu se dire, tiens, allez, on a retrouvé une petite solidité défensive, quoi que ce soit. Bon, il y a ce but qui est un peu en plus dévié par Meïté, il me semble. Dévié par Meïté, ou Vogo, qui faisait son retour au FC Lorient, n'a pas pu faire grand-chose. Vogo qui n'a pas arrêté de pénalty contre Marseille, un but de Greenwood, qui n'a pas arrêté de pénalty non plus contre Le Havre. Et alors d'ailleurs, tiens, Le Havre, on se dit, bon, alors ok, Marseille, au bout de 10 minutes, on prend un rouge, on va être sage. Bamo Meïté, 3e minute, jaune pénalty, et si à rouge, il n'y a pas non plus de quoi sauter aux arbres, quoi, Lucas. Ouais, c'est ça, encore sur voilà, c'est un ballon en profondeur un petit peu mal négocié.
Et il y a ce mouvement de voilà, c'est aussi. Je pense que voilà, le groupe a été remonté après le rouge de Yonghua. Il y a peut-être eu certaines choses qui ont été dites. Voilà, rester concentré être concentré dès les premières minutes, ne pas prendre non plus de risques inutiles entre guillemets. C'est plus, vaut mieux prendre un but dans certaines situations que de prendre un rouge ou de voilà. Et il y a cette erreur-là, alors que le joueur s'excentre totalement. C'est assez incompréhensible, d'autant plus que Bamba Meïté voilà, restait sur une performance qui était assez discutable aussi le match précédent. Donc, c'était la pire façon de débuter le match. Et bon, heureusement pour nous, voilà, ce penalty finit sur la barre. Mais je pense que voilà, si on prend ce but-là, on revient jamais dans le match parce que mentalement, en fait, tu sors de 2 matchs où tu as pris des scores qui sont pas acceptables sur un début de saison, sur notre saison de Ligue 1, et tu perds d'entrée. Donc voilà, encore une faute d'inattention, c'est assez compliqué. Pierrot, Vogo a arrêté un penalty du coup. Arrêtez. Merci de la barre transversale quand même. Parce qu'il plonge encore 60 mètres à côté. Enfin bref. Mais Lucas a totalement raison. Je pense que si tu prends ce but sur penalty derrière psychologiquement, j'ai bien peur que tu coules encore. Heureusement, je pense qu'heureusement dans les têtes qu'elle rentre pas du coup, parce que un poil de mieux après ce penalty pendant les 20-30 minutes où on était solide défensivement et sur la seule contre-attaque qu'on a à jouer, qui est parfaitement, enfin contre-attaque, le seul ballon qu'on a à jouer en 2-3 touches de balle, on arrive à en faire quelque chose et on arrive à marquer, et ça fait du bien parce que ça faisait longtemps déjà qu'on n'avait pas marqué un but à 11 contre 11 déjà. Et surtout hors le penalty. C'est même la première fois de la saison. Ouais, t'as le but de Tozin juste avant contre Lille qui reprend le penalty, mais je le compte pas comme un but dans le jeu. Après, t'as les buts contre Rennes, mais bon, Rennes, c'est l'exception. Hein. Toujours 11 contre 9, forcément, c'est plus facile. Mais ouais, j'ai eu quand même beaucoup d'espoir dans à la fin de la première mi-temps. Je me suis dit, j'ai mis un petit tweet d'ailleurs. Je me suis dit, si on va se concentrer, qu'on fait pas des erreurs bêtes en début de deuxième mi-temps, il y a moyen d'aller chercher un résultat. Et bim. Sur cette première mi-temps, oui, bim. D'ailleurs, bim, c'est-à-dire que c'est à la 47e, il me semble, qu'il y a but. Sur un truc, un ping-pong aérien. On parlera des joueurs qui nous ont satisfait sur ce début de saison et sur ceux sur lesquels on est déçus. Et on va encore nous dire, vous tombez sur Mvogo. On maintient nos propos sur Mvogo. Alors après, attends, je maintiens en tout cas mes propos. Peut-être que Lucas, je vois que Lucas me regarde, il a peut-être une analyse différente, mais son jeu au pied est pas terrible. Il se trouve que contre le Havre, son jeu au pied était plutôt correct. Comme quoi on sait dire les choses quand elles sont là. Son jeu aérien est catastrophique. Et là, il était... en plus, regardez la vidéo, vraiment, regardez le but, quoi. Regardez comment il sort, ce qu'il fait avec... ce qu'il fait avec sa main, il la retire, il l'enlève, il sait pas où il est. On dirait qu'il parle pas. Il y a eu plusieurs situations, on dirait qu'il parle pas à ses défenseurs, ou ses défenseurs l'entendent pas. Bref, un but un peu à la Sgeg. Cette première mi-temps, Lucas... elle est très bizarre parce qu'on a l'impression d'être dans le money time d'une dernière journée de championnat. Ça attaque un peu dans tous les. Enfin, c'est pas très construit. Il y a pas de. On sent que c'est un peu du hurrah football, quoi. Ouais, c'est ça. On est ressorti assez satisfait de cette première mi-temps, qui était avec un scénario très particulier qui commence très mal. Finalement, on s'en sort très bien. On n'a pas encore trop parlé du but, mais finalement, en 3 passes, on arrive à traverser tout le terrain avec une première passe qui casse les lignes de Faye. Ouais. Puis une autre passe en profondeur un peu opportuniste, mais finalement très belle d'Herman Karim pour Tosin qui finit très bien, avec un peu de réussite, mais qui finit très bien.
Mais voilà, moi, c'était surtout défensivement, ce que je rejoins Pierrot, ce que je retiens d'intéressant, où on a fait bloc. J'ai trouvé que, en termes de progrès sur le système, c'était qu'on coulissait très bien de côté en côté. C'est-à-dire que le A à la construction essayait de basculer sur les côtés, sur ses ailiers, et on suivait très bien, on couvrait très vite les espaces, ce qui fait qu'ils n'arrivaient pas à avancer, à se créer de véritables occasions. Donc ça, j'ai trouvé ça très positif, même si c'était face à une équipe qui, en termes de talent offensif, était moindre à ce qu'on a pu par rapport aux équipes qu'on a pu affronter depuis le début de saison. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, sur le plan offensif, c'est encore à parfaire. Voilà, j'ai pas encore trouvé de vraies connexions, de vrais liens. C'est-à-dire qu'on a une ligne d'attaque qui change encore assez régulièrement. Donc voilà, j'ai pas trouvé encore de vraies connexions. C'est ça qui me manque. Est-ce que ça vient pas du fait que Pantalone n'a aucune certitude? On voit beaucoup de rotations à tous les postes. Alors il y a aussi les blessures, les suspensions. On aura l'occasion de reparler des cartons juste après. Pierrot, ça tourne dans tous les sens, devant, au milieu surtout, derrière, sur les côtés. On a l'impression qu'il cherche. Il cherche, et puis les résultats. Je vais pas dire les résultats lui donnent raison de chercher, mais quelque part, vu les défaites, vu les points négatifs qu'il y a, ouais, voilà, sur le terme de contenu, t'es obligé de faire des changements. Tu peux pas garder la même équipe qui en prend 7 en deuxième mi-temps à Lille. Enfin, tu vois, c'est toujours compliqué. J'ai l'impression que il y a, je vais pas dire un lock, mais on a l'impression quand même que Tozin garde principalement une place de titulaire dans cette équipe, parce que quand même c'est le meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle, à égalité quelque part. Donc il y a ça. Après, je suppose que Pagis c'était peut-être trop juste pour rejouer, même s'il l'a pris dans le groupe. J'aurais bien aimé le revoir, mais ouais, je pense qu'il a pas osé remettre des nouveaux joueurs sur le match du Havre. Je pense qu'il a voulu garder un peu ce qui s'était fait en deuxième mi-temps contre Marseille. Et après, tu regardes la défense centrale. De toute façon, il pouvait faire aucun changement. Sur les latéraux, il avait que Kouassi. À droite, il est obligé de bricoler. Et en fait, quelque part, il est obligé de garder la seule stabilité qu'il est obligé de garder, c'est au milieu et en défense, parce qu'il a que ça. Mais sinon, les autres postes, ouais, t'es obligé de faire des changements en attaque. Si tu vois que ça marche pas, t'essaies de trouver un truc qui fonctionne. Donc ça prend du temps, mais ça fait quand même 2 mois, quoi. Ouais. Lucas, tu mentionnais le but de Tozin justement sur une contre-attaque. Je sais pas si vous avez fait gaffe. On est spécialiste de amorcer une situation qui peut amener une contre-attaque. Et le gars garde la balle, il fait 2, 3, 4 touches de balle, il joue vers l'arrière. Et chaque touche de balle ensuite, quand on a la balle, donc c'est pas souvent, vous aurez le temps de le regarder, c'est 3, 4 touches de balle. Il y a très peu d'intuitivité, d'improvisation, très peu je trouve pas le mot, de spontanéité. Et puis t'as personne qui va décrocher pour chercher des solutions, parce que ça vient de là aussi peut-être. Et de facto, quand tu joues à 5 derrière, forcément t'as un joueur défensif en plus, donc t'as un offensif en moins, et ça te limite déjà des possibilités en moins. Donc je pense déjà t'as une question de système qui fait que tu peux pas avoir beaucoup de joueurs qui décrochent et proposer beaucoup de choses en plus, quoi. C'est ça. Et puis moi on parlera peut-être des cas individuels après, mais je suis assez déçu de l'apport dans le jeu de Mohamed Bamba, qui je trouve qui est vraiment déconnecté du reste de l'équipe. Ouais. Alors là où j'avais beaucoup d'espoir quand même en début de saison, et j'ai toujours de l'espoir, hein, mais en tout cas sur ce match-là, en termes de dans les transmissions, j'ai noté quand même plusieurs pertes de balles, et un manque de lion, alors que c'est lui qui doit faire remonter le bloc et nous aider à garder le ballon pour ensuite amorcer les comptes, comme tu dis Julien, parce que en termes de prise de profondeur, Tosin est capable de la prendre, Derman Karim
Ça va se voir avec le temps. Là, j'ai trouvé bien meilleur. Ouais. Mais voilà, ça se voit avec le temps. Et puis, peut-être aussi que sur ce match-là, Kouassi avait on va dire des obligations défensives un peu plus fortes pour peut-être se rassurer aussi défensivement. Donc, il a peut-être moins porté devant. Et Théo Lebris, finalement, n'est pas à la forme qu'on aimerait qu'il soit. Donc n'a pas trop apporté devant. Donc, c'est compliqué. Alors, Théo Lebris, vous allez peut-être pouvoir nous aider à résoudre un mystère. Il y a une hype dans le Telegram sur Théo Lebris qui aurait marqué des points à droite. Moi, j'aime bien Théo Lebris, j'aime bien le joueur. Mais le match qu'il a fait, je pensais que tu allais dire ça, Lucas. Il est neutre. Enfin, on peut pas dire qu'il est déçu parce qu'il a rien fait il n'y a pas eu de catastrophe de son côté. Il s'est pas fait manger tout le match. Bah, tu peux pas dire qu'il est déçu parce qu'il était invisible en fait. Ouais, au début de match, ils ont essayé de le trouver, ils ont joué un peu avec lui et tout, mais ouais, ça n'a pas été. C'est un match assez neutre. Et là, dans le Telegram, donc il a marqué des points, etc. Alors, je sais pas face à qui, parce que je pense pas que Vuka soit un ton en dessous. Katseri s'est blessé, mais je pense pas non plus. C'est très particulier. Lucas, t'as pensé quoi de son match T'as dit que tu le vois pas aussi en forme que tu l'espérais. On a déjà répété plusieurs fois qu'on ne retrouvait pas forcément le peps qu'il avait. Enfin, voilà, le jeu vers l'avant, la verticalité qu'il pouvait amener dans le jeu qu'il avait. Donc, c'est peut-être aussi ses blessures qui l'ont un peu freiné. Et voilà, il a du mal à retrouver le niveau qu'il a pu avoir. Mais voilà, dans les transmissions, donc déjà plutôt en phase offensive, en fait, dès qu'il recevait un ballon, il était en fait, soit il recevait à l'arrêt, il avait du mal à accélérer, ou quand il recevait en mouvement, il s'arrêtait aussi. Alors, c'est peut-être des consignes aussi, donc peut-être qu'on ne maîtrise pas tout finalement sur le plan tactique, mais j'ai quand même des doutes là-dessus et je trouve ça vraiment dommage parce que moi, je préfère un joueur qui va peut-être perdre 3, 4, 5 ballons sur son côté, qu'on est en phase, il va peut-être se faire compenser, notamment par le milieu de terrain ou les 3 défenseurs qui amènent quand même une sécurité, plutôt qu'un joueur qui va moins tenter, voire pas tenter du tout. Donc moi, j'aimerais bien qu'il prenne plus d'initiative offensive, s'il en est capable, en tout cas, avec sa forme actuelle. Et voilà, qu'on exploite un peu au mieux ses qualités, là, parce que pour moi, à ce poste-là, et un peu bridé, ou voilà. Puis on ne retrouve pas le vrai Théo Lebris. Surtout que lui et Kouassi, dans ce système-là, doivent être les mecs qui bouffent les couloirs et amènent des centres. On a vu énormément de centres du Havre, et c'est assez logique, je crois que c'est l'équipe qui centre le plus dans le championnat, et il me semble, c'était l'an dernier où c'était l'équipe qui centrait le plus en Europe, enfin il y avait un délire comme ça autour des centres du Havre, donc ok, mais côté Merlu, t'en vois pas énormément des centres, quoi, donc s'ils font pas ces efforts de débordement, c'est un peu compliqué. Et ça me permet de rebondir sur autre chose. Tu as dit, il avait peut-être des consignes de rester bas et tout. Et moi, c'est un truc qui m'a gavé. C'est qu'on a bien vu dans le deuxième mi-temps, on jouait pour plus perdre. Après, déjà, le but con là. Et puis ensuite, on jouait pour vraiment plus perdre et ramener un point. Et ça a été assumé derrière dans les différentes interviews. Il fallait surtout pas perdre ce match, etc. Putain, t'es au Havre à la 5e journée, quoi. Et t'es déjà en train de te dire, c'est un match de la mort, machin. Mais ça dit quoi de tes ambitions dans le championnat? Et ça dit quoi de quand tu vas en déplacement alors sans parler de Paris-Marseille, quand tu vas aller en déplacement à Lille ou à, j'en sais rien, je connais pas la moitié des équipes, j'ai un trou, mais voilà, quand tu vas aller à Lyon ou je sais pas quoi, tu vas attendre quoi? Tu vas pourquoi du coup? Si tu as peur d'aller au Havre, mais c'est quoi le délire là? Je pense que tu voulais te rassurer, mais... T'as peur d'aller partout surtout. Ouais, bah c'est surtout ça, ouais. Et donc ça rend... Vas-y. Non, mais surtout que c'est une des équipes, peut-être, si on parle budget ou même hors budget, sur le plan des joueurs, qualité de joueurs intrinsèques, c'est une des équipes les plus faibles de Ligue 1 avec nous, avec Angers, avec d'autres. Donc voilà, et moi ce qui m'a assez marqué, je pense que tu voulais peut-être citer ça aussi, c'est les changements où finalement, on fait entrer Soumano pour Bamba, et finalement Makengo remplace Tosin. Alors là aussi, est-ce que c'était une réorganisation tactique? Mais ça, je suis pas sûr, vu finalement le système qui pour moi est resté le même, et le rôle donné à Makengo, qui a fait une entrée assez contrastée d'ailleurs, voire pas très bonne. Ouais, mais il peut c'est le seul à frapper en deuxième mi-temps. Hein.
à frapper au but. Ouais. Oui, c'est vrai. Faut se Mais quitter. ça en dit long quand même sur le plan offensif. Ah, bah, carrément. Si on fait rentrer un milieu plutôt à vocation Défensive, défensive, ouais. ou en tout cas un milieu de terrain plutôt qu'un ailier ou faux neuf, ça va dans ce que tu dis. Et franchement, si t'as peur d'aller affronter Moridio, c'est chaud quand même, parce que rappelons Moridio, c'est donc le gardien qui était à Clermont à la dernière journée de championnat, qui, quand on a gagné 5-0 pour nous sauver, finalement il nous manquait un 6e, avait joué la montre dès la première minute, alors que Clermont n'avait plus rien à jouer. L'an dernier, je crois qu'il avait été remplaçant, je sais même pas où. Enfin bref, il jouait pas. Clermont. À Clermont, et là il se retrouve titulaire en Ligue 1, ce qui est quand même assez incroyable d'être titulaire en Ligue 1 quand t'es Moridio, vu le niveau de Moridio, et t'as peur de lui. Alors il sort 2 belles balles, hein. Là il n'y a pas grand chose à dire. La frappe de Makengo et une tête de Faye de mémoire. Ouais, je crois. Il me semble que bien. c'est Faye, ouais. Et là une belle horizontale, enfin une belle horizontale. Il y en a une de Meïté, non. Meïté. Meïté. Il y a une taille de Meïté, ouais. Meïté, on a parlé de sa connerie en début de match. Oui, on a parlé de sa connerie en début de match. Tiens, un petit mot sur le penalty, penalty qui a été sifflé plus rouge, en tout cas deuxième jaune, pour une faute supposée sur Mobamba de Sanganté. Pierrot, pour toi, faute, pas faute? Pour moi, pas faute. Enfin, en soi, il lui tient le bras au début de l'action, mais au moment où Bamba se laisse tomber totalement et le joueur le tient plus au moment où il se laisse tomber. Je pense que quand t'es l'arbitre et que tu vas voir le ralenti à la VAR avec les angles qu'ils ont montré après, en vrai, tu le siffles, c'est pas un scandale parce qu'il y a un contact au début de l'action, tu le siffles pas, c'est pas un scandale non plus pour moi. Et je pense que tu veux pas crier au scandale sur enfin si, on peut crier au scandale sur l'arbitrage puisqu'il était catastrophique, mais tu peux